Et on est live. Salut tout le monde, bienvenue pour le grand retour après 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines. La dernière émission c'était il y a... Attends, la semaine dernière on n'a pas fait d'émission, la semaine avant on n'a pas fait d'émission, donc du coup ça fait 3 semaines. Bah, on est à le retour après 3 semaines et je cache pas qu'on a failli... On a failli ne pas être de retour ce soir. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui et du coup je me suis beaucoup tâté avant de simplement de me dire show must go on. Donc on est bien de retour. Comme vous le remarquez également, nouveau petit décor. Yup, j'aime bien. C'est un big up à mon graphiste qui a fait un taf super. Bon, il y a peut-être encore des petites modifications à faire par-ci par-là, hein, on verra au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, bienvenue dans le Saco Sketch 2.0. Puis voilà, je vais arrêter de prendre une voix une voix totalement bizarre. NXT 2.0, ça ira. Oh, t'es dur. NXT 2.0, ça a mis du temps à démarrer, mais finalement, c'était pas si mal. Ça a juste mis un peu de temps à... En fait, ça reprenait ce que devait être NXT, tu me diras, non sens, donc... Oui, c'est vrai qu'en plus, généralement, c'est toi qui prends leur défense, donc ça avait... Non, et du coup... c'est une petite blague. Comment ça va, Declan? Eh ben, ça va plutôt bien, parce que je suis totalement décalé niveau sommeil, mais bon, après, on fait avec, et puis en vrai, ça va. Donc, je m'occupe, et voilà, je suis plutôt content. Je suis très content de toutes les annonces de vidéos qui ont été faites ces derniers temps. Il y a quand même des trucs assez incroyables. On en discutait juste avant que ça commence, entre les annonces Nintendo, c'est l'année 2023, je crois que les 6 premiers mois c'était assez calme niveau sortie, mais là les 6 prochains mois... je crois que c'est le mois d'octobre là, qu'il y a 50 000 jeux, oh là là, mais... ça va être dur. D'ailleurs, pour revenir un peu sur le sujet de l'émission, normalement j'ai précommandé AEW Fight Forever, donc comptez probablement sur moi pour faire du live dessus, et pourquoi pas... je sais pas, on verra un truc, si on peut faire un truc avec l'émission, je sais pas encore quand est-ce que le jeu exactement je le recevrai, vu que je suis passé par un site tiers, mais normalement, si tout va bien... D'ailleurs, pour la petite histoire, alors je sais pas si t'as suivi l'affaire des clans, mais apparemment le jeu est déjà disponible à quelques endroits en France, apparemment. J'ai une idée. Parce que le site de news que je suis sur la chaîne de news sur YouTube que je suis a eu... j'ai vu pas mal d'extraits, et ces extraits étaient en français, en fait. Alors c'était pas doublé, mais du coup le jeu était en France. Alors je sais pas si c'est genre au Canada ou s'il y a des youtubeurs français qui ont déjà pu... Peut-être quelqu'un qui a eu le jeu, comme souvent les journalistes ou les influenceurs, un peu en avance, et peut-être un francophone qui a eu le jeu, ou alors le jeu est international et tu peux choisir la langue, le mettre en français. Oui, bah ça probablement, mais à quoi bon avoir le jeu en français sur une vidéo américaine, en fait? Les youtubeurs que je suis sont américains, hein, donc... C'est peut-être un Québécois, ou peut-être un... Après, c'est possible qu'il y ait un Français... Mais bon, dans tous les cas... Un café fuité des trucs, ou... Comme dit, le jeu a été précommandé, donc si mon site d'achat de jeux est fiable pour ça, ça veut dire que... normalement dans une semaine, donc peut-être que effectivement je pourrais vous faire un petit test ou un petit retour du coup à la prochaine émission. Mais bon, ça c'est la semaine prochaine. On est cette semaine, logique. Et du coup, quel est notre programme? Eh ben le programme, il y a pas... En fait, je suis un peu revenu sur les infos des dernières semaines, que du coup on n'était pas là. Bon, il y a forcément certains trucs sont plus d'actualité, parce que ça a été update avec ce qui est arrivé sur les shows, etc. Donc ça a plus grand intérêt d'en parler. Il y a certains trucs quand même qu'on va pouvoir revenir dessus, et voilà. Donc il y a quand même une bonne grosse dizaine d'infos WWE, 2-3 infos sur Impact Wrestling, quelques infos à AEW, et puis la carte de Forbidden Door qui est ce week-end. On va pas trop parler de la carte de Money in the Bank, parce qu'on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine, vu que c'est que le début juillet le show, donc on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine. On va pas faire une émission de 5 heures. Je me suis dit, on va pas parler de Money in the Bank cette semaine. Non. On en parlera plus la semaine prochaine, plus en détail sur ce qui va se passer à Money in the Bank. Est-ce qu'on a notre point habituel sur l'ami CM Punk et sur le connard Vince McMahon? Alors, l'ami CM Punk, pas vraiment. On en parlera juste quand on parlera de Forbidden Door. Et Vince McMahon, j'ai décidé de pas en parler parce que bon, au final, la news est toujours la même chaque semaine. Il est là à Raw et puis il fait quelques changements. D'ailleurs, les changements de Raw cette semaine ont été très appréciés, puisque en fait, il a modifié Bon, on va quand même en parler vite fait du coup. Il a modifié le segment d'ouverture de Raw avec Seth Rollins. En fait, Seth Rollins devait vraiment avoir un match, et finalement, Vince McMahon a décidé que faire une attaque de Finn Balor pour annuler le match et compagnie, c'était plus logique pour la construction de la rivalité. Et on l'a vu que ça a continué lors de NXT le lendemain. Du coup, ça a un peu modifié tout le début du show avec l'Open Challenge de The Miz aussi qui a suivi avec le retour de Tommaso Ciampa. Donc voilà.
Et a priori, le changement a été fortement apprécié, en tout cas pour cette semaine, qui était bien meilleur que ce qui était prévu sur le script original fait par l'équipe de Triple H. Après, j'ai envie de dire, si tu pisses contre le vent, statistiquement, t'arriveras à atteindre la cuvette au moins une fois. Hein. Ouais. Non mais comme quoi Vince McMahon a quand même encore des bonnes idées, il en a quand même toujours eu, bon il en a eu des très mauvaises aussi, mais il a quand même toujours eu des bonnes idées à des moments. Oui, ouais, bah après, bon, personnellement, je sais pas quand est-ce que je sais pas les trucs qui modifient, je me rends compte qu'après coup, quand je vois tes news sur My Wrestling News, mais c'est pas non plus comme s'il avait réinventé la roue, quoi. Ça a été un segment sympa, je dis pas, mais bon, c'est pas non plus le truc incroyable. Ouais. Mais a priori, en tout cas, c'était bien meilleur, même l'équipe de Triple H et de ça a dit que c'était bien meilleur que ce qu'ils avaient préparé, quoi. Ah. Donc comme quoi... Bon, sa place est toujours en tôle, mais bon. Ça reste un visionnaire du catch, quoi qu'on en pense, mais bon après, ouais, il a quand même... Ah oui, bah, on a eu encore cette semaine la preuve avec certains groupes dont les chanteurs sont des gros connards qui mériteraient d'être en tôle, ça les empêche pas de faire de la bonne musique, quoi. C'est ça. Bon. Séparer l'âme et l'artiste, bon voilà, c'est pas le débat de l'émission de ce soir. Donc du coup, est-ce qu'il faut en parler quand c'est sur des tueurs en série? Est-ce qu'il faut séparer l'homme de son œuvre? Ce sera dans notre nouveau podcast tous les jeudis en seconde partie de soirée qui s'appelle Sakus Déontologie, où toutes les semaines on reviendra sur des débats. Non, on va rester sur le catch parce qu'effectivement c'est un truc qui est vraiment qui est un putain de rabbit hole, mais c'est vrai qu'effectivement des connards dans le monde du catch. Des connards dans le monde, hein, généralement. Oui, mais là on parle de le sujet de l'émission, c'est le catch, c'est pas le reste. Mais ouais, dans le monde du catch, il y a des connards et des criminels. Malheureusement, ça c'est pas c'est pas nouveau. Et encore, c'est probablement pas le pire. C'est ça le pire qu'on peut se dire, quoi. Oui, enfin bon, après, si tu dois choisir entre la peste et le choléra, c'est pas non plus... Exactement. Du coup, WWE qui va peut-être subir des changements très importants, puisque les droits TV de WWE vont expirer très prochainement, je crois que c'est l'année prochaine. Et ça commence à discuter quand même assez fort, il pourrait y avoir des changements très très importants et très majeurs, puisque Disney qui porte un grand intérêt pour acheter les droits TV de WWE. Ça, on le sait depuis un petit moment, en fait, que Disney est quand même plus ou moins intéressé. Non, mais Disney, ils veulent même nous racheter, nous, de toute façon. Donc, Ils rachètent tout, donc de toute façon. Voilà. Donc c'est pas très étonnant. Il y a aussi Amazon qui pourrait être dans la course pour racheter les droits télé, et ça aussi, c'est pas non plus très étonnant. On sait pas ce qu'il adviendrait du network, est-ce que ça finirait sur Disney+, et ou sur Amazon Prime, si jamais ça venait à se faire comme ça, ou si c'était vraiment juste le show télé, ou est-ce qu'il rachèterait le contrat de Peacock. Le contrat de Peacock, c'est pareil, ça finit fin d'année prochaine, je crois. On parle surtout à l'international, puisque le network fonctionne sur un système un peu séparé aux États-Unis et sur le reste du monde. Ils ont un peu c'est comme s'il y avait deux plateformes, globalement. Même si c'est pas vraiment tout à fait ça dans les faits, mais... Après, ça peut paraître bizarre d'entendre Disney ou Amazon et le catch, mais eux, en fait, que le fait que ce soit une émission de catch, ils s'en foutent. C'est juste que c'est une IP, c'est une propriété intellectuelle en plus à savoir pour eux, et du coup, avoir de la thune, hein, ça veut pas... C'est pas, il y aurait de fortes chances qu'ils aient pas de... Je pense même pas qu'ils auraient un droit de regard sur le... Enfin, si, plus ou moins, mais... Je veux dire, le contenu passe sur Disney, vu ce qui passe sur Disney+, en vrai, il y a rien de plus... Il y a peut-être même des trucs plus violents que ça qui passent sur Disney, donc... Bah, après, Disney a sa partie... je sais plus comment ils l'appellent. Ils ont une de contenu plus adulte, par exemple. Ouais. Disney Star, voilà, ouais. Où effectivement, ils ont les films genre la... Les Die Hard et tout. Voilà. Mais après, dans l'absolu, la WWE a un produit qui est pas... pour comparer par exemple par rapport à la AEW, c'est moins violent en fait. Franchement, même AEW, ça passerait sur Disney. Donc, Oui, bien sûr, mais bon, c'est tout ça pour dire que c'est pas... si on fait le truc en deux parties, de 1, que c'est juste une propriété qui peut rapporter de l'argent en plus et que c'est pas par rapport au catch, et de 2, qu'effectivement, c'est pas non plus la compagnie catch la plus violente au monde, c'est moins surprenant. C'est quand même sur Prime pour acheter les droits. Parce qu'Amazon, ils sont dans une... J'ai l'impression que ces derniers temps, ils sont un peu dans une branche à vouloir s'ouvrir sur la pop culture. Ils font beaucoup de séries inspirées des jeux, beaucoup de films inspirés des jeux. Et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans une envie de s'ouvrir un peu sur la pop culture, et WWE est quand même bien intégré dans la pop culture. Et après, ça dépend. Je sais qu'à l'époque, le catch avait été diffusé parce que sur Canal, donc là, c'est pour le coup, c'est pareil. Je dois parler d'un truc qui doit au moins avoir 25 ans, où en gros, Canal avait arrêté de diffuser du catch parce que Dominique Farrugia trouvait ça totalement débile en fait. Donc, oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffit que t'es la personne qui, entre guillemets, est décisionnaire et qui, pour une raison X ou Y, apprécie pas le truc.
Donc forcément, ça va jouer aussi, quoi. Après, c'est un peu con de mettre les goûts d'une perso face aux bénéfices potentiels, mais bon, c'est pas... Canal, par exemple, si ça avait été Alain Chabat qui aurait pris les décisions, je pense que le catch continuait, parce que je pense que c'est quelqu'un de très ouvert, justement, sur les trucs un peu pop culture, un peu fun, un peu truc, et je pense que ça passe. Bah, on sait pas, en fait, hein. On sait absolument pas, hein. J'ai pas vu la personnalité de la personne, je pense que c'est... Bah, après, c'est pareil, on est au niveau en train de digresser comme des sagouins, mais dans l'absolu, Farougia, c'est les mêmes esprits que Chabat, hein. C'était les nuls, c'était toute une époque. Mais on sait jamais les goûts, de... Tiens, détail très con par rapport à Alain Chabat. Si un jour on m'avait dit, ouais, Alain Chabat, c'est un des meilleurs potes de John Berntal, donc par exemple, c'est là qui jouait le Punisher sur Netflix, pour moi, c'était totalement deux mondes qui étaient pas du tout compatibles, tu vois. Ouais. Ou si on m'a dit, oui, il y a tel acteur... Tiens, alors, très con comme exemple, mais par exemple, Donald Trump. Si on avait dit un jour, ouais, il y a un futur président des États-Unis, bon, évidemment, Schwarzenegger en plus, enfin, il n'a pas été président, mais il était politicien, ou Jesse Ventura. Mais tu vois, si on te dit, il y a tel futur président qui est apparu, qui a eu un rôle vraiment devant les caméras dans un show de catch, ça c'est surprenant, quoi. D'ailleurs, vous voulez savoir à quel point Vince McMahon est pourri? Il est tellement pourri que quand il y a eu la rivalité contre Donald Trump, c'est Donald Trump qui était face. Donc, voilà. Ouais, Donald Trump était bien aimé par le peuple à ce moment-là aussi. Oui, bah... Il y en avait pas... on savait pas... on n'avait pas tout le recul sur le truc raciste, la partie raciste. C'est ça. D'ailleurs, apparemment, il a été condamné. J'espère vraiment qu'il va finir en tôle. C'est l'époque où il faisait tous les concours de Miss USA, tout ça, les trucs de... voilà, c'était... Oui, c'est plus une icône, entre guillemets, de la pop culture, qu'on s'était pas encore vraiment rendu compte que c'était un mec qui était problématique à ce fait, quoi. C'est ça. Et après, bon. Tout ça... Non, bah, ça l'était déjà, mais on le savait pas, en fait. Ouais, mais bon, tout ça pour dire qu'au final, le catch... bah, quand on enlève le côté fan à dire, bah, c'est du catch, c'est surtout un business, en fait, encore une fois. Là, donc c'est une grosse discussion et ça va vraiment partir sur des millions, voire peut-être 1 ou 2 milliards de dollars hein, sur les droits télé. Ça risque de c'est ouf, hein. Très cher. C'est ouf, hein. C'est excessivement cher. Surtout que les droits télé de tous les trucs sportifs, ça augmente année après année à chaque renégociation. Quand tu vois que la Ligue 1 va sans doute passer le milliard, pour faire un comparatif à peu près de prix, et la Ligue 1, je pense que internationalement, ça a beaucoup moins de poids que la WWE et elle va déjà passer le milliard de dollars sur les droits télé. Donc... Non mais de toute façon... Je pense que ça va coûter bonbon. Ouais. C'est un peu comme quand on regarde les contrats de des big names WWE. Je sais que ça avait fuité il y a une paire d'années. Tu parles de chiffres, mais tu t'en rends même pas compte en fait. Je veux dire, en France, on dit certaines personnes en France disent le fait que les footballeurs soient payés telle somme, c'est incroyable. Mais regardez pas les fiches de paye des catcheurs WWE. À mon avis, vous pétez un câble. Hein. Je pense que les très grosses stars de foot sont mieux payées quand même. Ah, je sais pas. Parce qu'après, la WWE, faut pas oublier que t'as aussi le droit à l'image et tout. Je pense que ça entre aussi en compte. Aussi, ils ont les droits à l'image. Oui, mais je veux dire, généralement, un catcheur WWE va avoir plus d'activités potentiellement parallèles que... C'est pas forcément les mêmes revenus publicitaires, c'est pas forcément les mêmes... Oui, voilà, oui. C'est pas forcément comparable d'un sport à l'autre, mais l'idée est là, bien sûr. Je veux dire, par exemple, c'est très con, mais imaginez à quel point un The Rock ou un John Cena à l'heure actuelle sont payés ne serait-ce que pour l'apparition. Je digresse encore, mais ça me rappelle il y a quelques années, pour ceux qui arrivaient à la série Urgence, il y avait George Clooney qui avait quitté la série et qu'ils avaient fait revenir genre pour 30 secondes à la fin d'un épisode, histoire de boucler la boucle avec son personnage. Et genre, il a dû être payé, je crois qu'il avait été payé des millions, alors que littéralement, tu le vois 10 secondes à l'écran, quoi. Dès qu'on est dans ce genre de contrat, en fait, tout ce qui est échelle et tout ce qui est réalisme et vraisemblance, on peut l'oublier, quoi. Après, est-ce que The Rock et Cena ont un contrat à l'apparition ou est-ce qu'ils ont une paye même en n'étant pas là? À la rigueur, Cena, ça me surprendrait pas tant que ça. Ils ont peut-être un contrat encore fixe avec WWE et... Cena, à la rigueur, ça me surprendrait pas tant que ça. The Rock, déjà, j'ai moins de... Comment dire, de... Ça me surprendrait plus. Ils font des contrats de légende où les mecs sont payés même en n'étant pas là, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Mick Foley, par exemple, il a un contrat de légende, c'est-à-dire qu'il touche un salaire tous les mois. Et pour... Je sais pas. WWE, quoi, en gros. Je sais pas, parce que The Rock, entre guillemets, tu l'as vu, on l'a vu, bon, pas très souvent, mais on l'a vu une paire de fois faire des vidéos. Je sais, par exemple, il a enregistré une vidéo quand avec Ken Shamrock qui avait été intronisé au Hall of Fame de la TNA, enfin de Impact, donc du coup, voilà, quoi. Je sais pas, on n'a pas tous les détails. Je me rappelle, pareil, il y avait eu un mini débat il y a quelques années, parce que The Rock avait posté une photo de lui en entraînement et il portait un t-shirt de la Lucha Underground, en fait.
Donc à mon avis, non, pour lui, c'est plus du contrat. Je pense plus qu'on est sur un contrat entre guillemets de célébrité plutôt que un contrat de catcheur, quoi. Je pense qu'il doit être considéré comme étant un guest entre guillemets, je vais pas dire lambda, mais un guest classique en fait. Ça va coûter cher à chaque apparition, ou alors c'est parce qu'il le fait un peu par amour du truc et il baisse un peu ça parce que de ce qu'il pourrait avoir en temps normal, quoi. Après, quand tu vois l'histoire en ce moment de The Rock avec les différentes franchises qui quittent, qui revient, bah c'est pareil, hein, c'est un businessman avant tout, faut pas l'oublier. Il va savoir que pareil, par exemple, il pourrait très bien accepter genre 100 000 ou 200 000 par apparition, alors qu'il pourrait prendre 500 000, quoi, tu vois. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il baisse un peu parce que c'est WWE, c'est la famille, et voilà. Bien sûr. Après, je crois que dans le cas de John Cena, par exemple, il est très proche de Vince McMahon, si je dis pas de bêtises. Donc, on sait pas en fait. On sait pas. En tout cas, les droits télé, voilà, ça va être une grosse discussion, en tout cas, a priori, entre Disney et Amazon. De toute manière, il y a, en gros, dans le monde, il y a 4-5 plateformes, sans doute, qui peuvent se payer les droits télé. Et puis, surtout que ça intéresse surtout les États-Unis, parce que c'est quand même eux qui sont les distributeurs principaux. Donc, globalement, je pense qu'il y a 3-4 plateformes maximales qui peuvent se payer des droits aussi chers. Il va pas y avoir 50 milliards de concurrents, quand même. Hein. Je pense que le game, il sera changé le jour réellement où on pourra accéder au show, le lendemain ou le jour même, tu vois. Parce que là, le gros truc, moi, qui fait par exemple que le network m'intéresse pas plus que ça, c'est qu'au final, les shows télé, ce qui consiste en 90% des pros, ouais, voilà. À part NXT, donc, après, je crois, c'est tout. Si, à la rigueur, faudrait que j'ai la motivation, et encore, ça serait très chiant, mais faudrait que j'ai la motivation de plus regarder de catch pendant un mois, et après d'accepter de regarder avec un mois de décalage Mais bon, sachant que moi, par exemple, je suis très... j'essaie d'éviter les spoilers et tout, ça me... Oh, un mois de décalage, c'est rien. Ah oui, je sais bien, bah justement, c'est pour ça que je te dis ça à toi, mais honnêtement, je pourrais pas. Déjà que les séries télé, c'est pareil, c'est très spoilé, surtout certaines séries, mais moi, je pèterais un câble à avoir un truc sur Twitter, ah oui, machin revient, et puis tu vois, du coup, quand ça arriverait un mois plus tard, je serais pas... Si un truc m'est spoilé, en fait, je suis pas à fond dedans, en fait. Je suis pas en mode, ah ouais, cool, enfin, c'est plutôt, ah ouais, d'accord. C'est... Je pense pas être le seul, pour le coup, surtout que le catch, c'est un truc qui fonctionne... ça marche beaucoup à l'émotion, en fait, hein, quand tu regardes. Donc, si ton émotion, elle est, entre guillemets, atténuée pour une raison X ou Y, c'est dommage. Ça fait un moment que je suis spoilé, hein, parce qu'avec le retard que j'ai, bon, j'ai accepté aussi, parce que je peux pas empêcher les gens de parler de trucs qui se sont passés il y a un an, plus d'un an, quoi, tu vois. Ouais, bah oui. Si un jour, et j'espère, j'arriverai à rattraper, et c'est pas gagné, parce qu'en ce moment, j'avance pas, mais voilà, c'est sûr que... Après, moi, en vrai, perso, je me suis fait une timeline Twitter où j'ai jarté tous les comptes de catcheurs justement pour éviter les spoils. J'ai un petit plugin qui me permet de cacher des mots encore plus que la fonction de base de Twitter. Facebook, pareil, j'ai une fonction qui permet de cacher les trucs de news, mais après voilà, c'est un peu dans un sens. Je me dis, est-ce que je me fais pas un peu chier simplement juste pour éviter des spoils, tu vois? Mais bon, à côté de ça, quand il y a une surprise qui arrive, après, en parlant, je l'ai quand même. T'es forcément spoilé de certains trucs aussi, quoi. Bah, par exemple, un détail très con. Les jours où il y a des shows, donc quasiment tous les jours, My Wrestling News, j'y passe qu'une fois que j'ai maté les shows de la journée. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, j'y suis passé que après avoir maté Dynamite. Mais je veux dire, après, quand tu parles des rumeurs de ce qui pourrait se passer dans le futur et ça, t'es forcément... Oui, bien sûr, mais bon, disons que c'est un compromis que j'accepte de faire parce que bon, je fais quand même une émission de news sur le catch, mais effectivement, après, voilà. De toute façon, c'est très con à dire, mais de plus avec l'ère d'Internet, le spoil, c'est devenu... éviter le spoil, c'est devenu un sport à part entière. Hein. Bah, le plus simple, c'est de pas aller sur les réseaux sociaux, comme ça, au moins, t'es... Oui, mais bon, quand t'as des shows tous les jours de la semaine, pas aller sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, c'est pas non plus la solution. Ouais, je sais pas. Si, à la rigueur, j'ai envie d'y aller après les pay-per-view, pour être sûr. Sinon, faut et encore. Direct, mais il faut se décaler et vivre à l'heure américaine, quoi. Ouais, non, c'est pas possible. En France, on est... Il y a des gens qui le font. Oui, bien sûr, mais bon, entre guillemets, pour la personne lambda en France, on est très, très limité et très à même d'être spoilé, tout simplement, quoi. Bon, allez, on revient aux infos. Avec Brock Lesnar, Cody Rhodes, la rivalité pas terminée, même si pour le moment c'est un petit peu mis de côté, entre guillemets. Brock Lesnar, Cody Rhodes 3 qui est prévu pour SummerSlam. Le match, on en avait déjà parlé, que c'était prévu plus ou moins pour SummerSlam.
Il devrait y avoir une stipulation qui n'a pas été utilisée depuis très longtemps pour ce match. Ce qu'on a appris en fait, c'est que Cody Rhodes il a demandé aux officiels de faire un dog collar match, mais la demande a été rejetée, donc ça ne sera pas un dog collar match. Et a priori, les dernières infos portaient sur un bull rope match entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. Ça c'est dommage, j'aurais tellement aimé un Judith Bagwell en Apple match, ça faisait tellement longtemps. Mais il y a un truc qui me fait délirer avec Cody Rhodes par contre, c'est que ses promos depuis WrestleMania, même avant, c'est basé sur Finish the Story. Mais quand tu regardes, la rivalité avec Reigns, elle a pas eu de fin. La rivalité avec Lesnar, elle a pas de fin. Ils ont un... Elle aura peut-être une fin à SummerSlam. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est vraiment... Il y a la rivalité avec Judgment Day là en ce moment. Donc, Oui, enfin avec Dominique, bah, ça, à la rigueur, je me doute que c'est pas une rivalité qui va durer 3 mois. Mais... Enfin, je trouve qu'il y a un... Comment dire? Le truc avec Cody Rhodes, c'est que c'est le genre de mec, il peut te overhyper ses matchs. C'est-à-dire qu'il arrive tellement à vendre les trucs, tu vois, que c'est un truc de malade, mais le problème, c'est qu'au final, et ça, c'est pas sa faute à lui, hein, c'est totalement, entre guillemets, la faute, entre guillemets, du booking, c'est que, bah, du coup, comme les... Il vend le fait que ça va être la fin d'un truc, tu vois, mais cette fin, il l'a jamais, en fait. De toute façon, j'ai l'impression que Cody Rhodes, il n'y aura pas de fin tant qu'il n'aura pas touché au titre mondial, que ce soit celui de Reigns ou celui de Rollins, en fait. Bah, disons que le plus logique, ce serait que ça parte sur Reigns, quoi. Et en fait, il n'y aura pas de finalité à son push actuel tant qu'il sera pas champion, en fait. Oui, sauf que pour l'instant, c'est mal barré, quoi. À la rigueur, je me suis dit, s'ils auraient voulu être logiques, enfin, moi personnellement, c'est comme ça que j'aurais fait. Après, voilà, je ne suis qu'un humble commentateur / présentateur. Mais à la rigueur, je me serais arrangé pour que la rivalité avec Lesnar, ça soit genre pour être challenger, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, dans l'état, c'est fait juste. Bon, encore là, ça va, parce que dans ses promos, il continue un peu à chercher Lesnar, mais tu vois, par rapport à Reigns, le truc, c'est que c'est passé d'une Blood Feud qui était intense as fuck. Et bah c'est juste que ça s'est pas terminé puisqu'il passe sur autre chose, quoi. On avait parlé que WWE voulait faire Reigns Cody Rhodes à WrestleMania l'an prochain. Je serais pas étonné qu'ils gardent ça sous le coude et que la finalité soit là, en fait. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, après, comme dit, c'est le truc un peu, c'est un peu le reproche que je fais au booking et à Triple H. C'est que j'ai l'impression qu'il est tellement basé sur les bookings du futur, enfin sur les trucs du futur, qu'au final, le présent, t'es un peu en mode, bah tu ronges ton frein en attendant qu'il se passe autre chose, quoi. Après, c'est très bien, hein. Par exemple, les rivalités et les bookings sur le long terme, c'est un truc que j'adore à la EW, je trouve que c'est ce qu'ils font de mieux, mais à la EW, t'as quand même des trucs sur le présent qui sont plus intéressants. Là, je dis pas que la WWE... La EW, là où ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent à monter une rivalité en une semaine ou deux, très rapidement. En fait, genre par exemple, Okada-Danielson, t'as déjà une hype monstrueuse sur l'affiche, voilà. Et ils ont quand même, en plus, non seulement il y a eu une hype sur l'affiche, mais en plus ils ont réussi à monter une intensité sur la rivalité en 2 semaines, quoi. Oui, bah après c'est différent, puisque là, dans le cas d'Okada, la EW c'est un guess, quoi. Mais WWE a beaucoup plus de mal à faire monter une intensité de rivalité aussi rapidement, en fait. Ouais. Bah, moi, en tout cas, c'est une impression que j'ai, quoi. Bah après c'est différent, c'est que la EW, quand tu regardes, il y a un truc auquel ils ont souvent recours pour que ça soit entre guillemets palpitant sur le présent, c'est qu'ils hésitent pas à avoir des guests en fait. Genre des mecs que tu vas voir qu'une semaine et tu reverras plus. À l'époque, t'avais eu, quand il y avait le truc avec Jericho, t'avais eu Nick Gage, là t'as Okada qui... Souvent le fait aussi que les catcheurs ont souvent d'autres catcheurs avec eux. Tu vois, les mecs sont oui. En fait. Oui, t'as toujours des trucs. Mais c'est vrai que la WWE sur le court terme... Après... Ça empêche pas, il y a des trucs très bien, genre le truc avec les Usos qui s'est passé, je trouve ça relativement cool, même si j'en ai marre des Usos, mais l'histoire je la trouve cool. Mais c'est vrai qu'effectivement... Le match il va être incroyable à mener ce mec. Ouais. Ça va être ça. Waouh. L'ambiance. Ouais, ça risque d'être sympa. Mais bon. Bref, les titres féminins de WWE, il y a beaucoup de changements, donc on va quand même revenir sur les 3 titres féminins différents du main roster. Il y a des changements assez importants là-dessus, puisque Asuka a reçu une nouvelle ceinture lors d'un SmackDown récemment, je crois que c'était la semaine dernière, non, ou la semaine d'avant, je sais plus. Il y a 2 semaines, il me semble. Il me semble que c'est il y a 2 semaines déjà. Tellement qu'on n'a pas fait d'émission depuis un petit moment, je sais plus exactement quand c'est ce que c'était. Donc le Raw Women's Championship qui était à SmackDown, donc déjà ça avait pas de sens, qui a été rebrandé en WWE Women's Championship. La ceinture a été modifiée en design et a été bien sûr redonnée à Asuka en remplacement du Raw Women's Championship. Et puis même chose pour Rhea Ripley du coup à SmackDown, inversement, sauf que le titre est devenu WWE Women's World Championship et ça s'est passé au Raw suivant.
Et voilà. Donc SmackDown Women's Championship qui était à Raw a également disparu pour être repackagé de son côté. Je sais pas ce que tu penses de ces deux repackaging. Moi, je trouve que c'est logique parce que de toute façon, Ouais, je préfère ça au truc un peu. en fait, à chaque fois, ils étaient emmerdés comme les titres avaient Raw, SmackDown dans leurs titres. Enfin, il y avait un draft en fait. Je pense que ça allait bloquer. C'était toujours emmerdé en fait. À dire le titre de Raw à SmackDown ça a aucun sens, le titre de SmackDown à Raw ça a aucun Ouais. sens. Bah, justement, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que je disais depuis plusieurs émissions en fait. À la rigueur, je préfère cette solution que le truc d'il y a quelques années quand il simplement échanger les titres par équipe en fait. C'est con à dire, mais je trouve que quand t'as un titre, même si c'est juste un échange et qu'entre guillemets t'avais le titre d'avant, je trouve ça perd en intensité en fait. C'est con hein, parce qu'au final le titre a comme été gagné à la base, mais je trouve ça beaucoup moins classe de dire ah ouais ils sont devenus champions par équipe d'Euro parce qu'ils ont échangé les titres. Enfin tu vois, c'est moins. Je préfère vraiment ce côté de rebrander les titres. Et puis, je pense que c'est mieux en vrai. Voilà. Y a pas de... Ils sont pas forcément assis à une brand, ils peuvent aller n'importe où. Enfin voilà, donc s'il y a un draft, un titre peut passer d'un côté, l'autre de l'autre. Enfin, donc c'est quand même beaucoup mieux quoi. Après, de toute façon, faut être honnête sur le fait que pour l'instant, le draft, c'est pareil. Hein, il est pas, ça n'a pas été le game changer qu'ils nous ont annoncé quoi. Bah, en partie à cause de Vince, à mon avis, pour être. C'est compliqué aussi leur système de free agent et compagnie. Je pense que ça complique un peu le bordel. Oui, totalement. C'est incompréhensible. Parce que du coup, tu te dis, le problème, c'est qu'en fait, ils ont foutu dans le même paquet des mecs comme Lesnar. Donc ça, à la rigueur, tu te dis, ouais, ok, machin, free agent, ok, parce qu'il est vraiment énorme. Mais d'un autre côté, avec, ils t'ont foutu des low mid-card ou des... Enfin, c'est ça pas... En fait, c'est con, j'ai l'impression que dans un sens, ils sont partagés entre l'idée vraiment d'avoir un draft parce qu'ils ont beaucoup de monde. Mais j'ai l'impression qu'en ayant le draft, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas... qu'ils passent à côté de trucs potentiellement sympas, en fait. Mais après, c'est pareil, si tu te retrouves de nouveau avec 2 fois moins de titres, alors que le roster, il est de plus en plus gros... En fait, ils sont dans une impasse à mon avis quoi. Ils sont dans une impasse. En fait, le problème d'avoir des rosters séparés, souvent c'est le problème, c'est des titres en fait, parce que si t'en crées un d'un côté, t'es obligé de le créer de l'autre, parce que sinon c'est un déséquilibre. Et en fait, c'est ça le problème quoi. Enfin, donc du coup, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire des titres un peu unifiés qui peuvent aller d'une brand à une autre. Mais en même temps, ça complique les storylines parce que du coup, faut que les catchers passent d'une brand à une autre. Enfin, donc, il n'y a pas vraiment de solution. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution en fait. Bah, comme dit le truc, alors c'est pas vraiment actif, mais à ce moment-là, ceux qui ont encore peut-être le plus, qui gèrent le mieux, même s'il n'y a pas vraiment eu de draft à proprement parler, c'est la EW avec la division Ring of Honor en fait. Parce que dans les faits, c'est plus ou moins ça, hein, c'est une division à part. Bon, après, il y a encore quelques crossovers et quelques catcheurs qui font les deux trucs. Mais dans l'absolu, pour l'instant, ils ont plus ou moins réussi en transformant le truc Ring of Honor en espèce de AEW Dark 2.0, quoi. Moi, je serais plus d'avis, en fait, d'avoir les champions, à la limite. D'avoir vraiment juste un champion du monde. D'avoir vraiment juste un champion intercontinental, champion US, qui peuvent aller dans les deux brands, et à la limite, qu'il y ait une rivalité dans chaque brand, quoi, tu vois. Limite. Oui. Limite, presque ça, en fait. Et faire un pay-per-view chaque mois, en fait, à chaque brand. C'est-à-dire qu'au mois de juin, tu fais un pay-per-view de Raw, au mois de juillet, tu fais un pay-per-view de SmackDown. Bon, c'est SummerSlam, tu mets à part, tu fais les deux. Mais WrestleMania, pareil, tu vois, enfin, les 4 gros, tu fais les deux. Bah, de toute façon, le problème, c'est que ouais, mais après, c'est pareil, comme dit, là, on peut pas dire, mais par exemple, le draft, à la base, c'est ça qui avait permis, par exemple, à JBL de devenir main eventer, tu vois. Donc, le draft est intéressant et bien dans la théorie, mais après, comme dit, voilà, c'est très compliqué. Bah, en gros, c'est comme si t'étais... c'est un peu comme quand t'es scénariste et que t'as une série télé et que tu te dis, bon, bah, ok, je vais faire des scénarios, mais que pour les personnages-là, en fait. Tu peux pas... Et puis c'est pareil, tu vois, t'as beau avoir, évidemment, encore le live event où t'as des catcheurs qu'on voit quasiment jamais à la télé, ou les main events, les émissions un peu secondaires, ça reste que gérer un roster qui doit être au bas mot à une centaine de catcheurs, à mon avis, à l'heure actuelle, bah, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et pour le coup, c'est même pas un cas où je te dis... ah oui, moi je ferais ça de cette façon, parce que, à mon sens, c'est vraiment une impasse créative, quoi. Parce que d'un côté... Le vrai problème, c'est que comme c'est du live télé et que c'est diffusé devant les gens, au bout d'un moment, t'es obligé de prendre une décision, et si la décision, elle est pas bonne, bah c'est compliqué de revenir dessus, en fait. Bah oui. Donc, ou alors ça prend du temps, il faut retravailler le truc pour revenir dessus. Bah, tu peux pas revenir dessus du jour au lendemain, tu vois. Et encore... tu vois, le mec il met challenger, la semaine après tu vois, ah bah non il est plus challenger parce qu'on en a rien à foutre, tu vois, ça va pas. Tu peux pas... Bah, y a qu'à voir le push monumental qui a été stoppé aussi vite que ça de Shayna Baszler à l'époque où elle a gagné le Elimination Chamber, par exemple.
Non, mais il y a, ouais, c'est après, voilà, c'est compliqué de revenir sur des trucs rapidement, ou alors faut revenir dessus, mais faut construire une storyline pour revenir dessus, quoi. Oui. Ouais, c'est difficile. Honnêtement, moi, je voudrais pas être trop dans les côtés décisionnaires, tu vois. Le côté de écrire des scénarios, proposer des scénarios, tu vois, ok. Mais le côté de prendre la décision de dire, ok, c'est ça qu'on fait, non, je veux pas. Franchement, j'ai pas envie. Hein. Et encore, je leur laisse clairement la place. Hein. et encore, dis-toi que à la EW c'est pire dans un sens parce que du coup on se retrouve avec des mecs qui sont sous contrat qu'on n'a pas vu depuis des mois. Ça faisait plusieurs émissions que j'avais demandé s'il y avait des nouvelles de Scorpio Sky. Et il a fallu qu'il y ait collision avec un angle vidéo pour que je me dise ah bah oui ouf, c'est cool, il est toujours sous contrat et tout, voilà. Donc encore sachant. Ils ont relancé Andrade aussi. Ça va faire du bien un peu collision, je pense. Ouais, bah heureusement que la EW, que les mecs qui bossent à la EW ont le droit de bosser des fois ailleurs, quoi. Parce que sinon. Même si a priori, pour ceux qu'on a parlé, Miro Andrade, ils en avaient rien à... Bon, Andrade, il était moitié blessé, mais Miro, il en avait rien à foutre d'aller bosser ailleurs, visiblement. Hein. Il avait sa paye, il était tranquille chez lui en train de jouer à la console, il en avait rien à foutre. Hein. Ah oui, bah après, voilà, t'as différentes façons de voir les choses. Mais genre, tu prends, je sais pas, tu prends par exemple Moxley, si je dis pas le connerie, il bosse à la NJPW. Ils peuvent pas s'empêcher d'aller ailleurs. Hein. Il bosse à la Bloodsport, et ça me surprendrait pas qu'il ait fait d'autres trucs à part. Enfin, tu vois, même. Il va aller où, là? Je crois qu'il va aller à la... il retourne au Japon, je crois. Et puis, il a été booké aussi de show indé dans l'Ohio ou vers Chicago, par là aussi. Encore. Mais même FDF... Je serais même pas étonné que la CZW essaie de se choper Moxley, un de ces quatre, mais bon, ça coûte cher, et la CZW est tellement en difficulté que c'est compliqué. Mais je serais pas étonné qu'ils essayent, en fait, de faire un big retour, juste un gros truc, quoi. Bah, je sais que là, il y a quelques temps, sur YouTube, j'avais vu une vidéo où MJF était de retour dans une promotion dans laquelle il avait été par le passé, j'ai plus le nom. Mais du coup, voilà, c'est ça la différence aussi avec les WWE où les mecs... Les mecs, quand c'est des promotions auxquelles ils sont attachés, souvent ils font une fleur sur le prix qu'ils prennent, en fait. Oui, bien sûr. Ils y vont aussi par plaisir d'être là. Oui, mais après, faut pas non plus être... Parce que MJF qui va en indépendant, enfin, je veux dire, t'imagines, tu le mets à l'échelle de la France, le mec il va par exemple à la PC, tu vois, juste un exemple, hein, c'est pas la plus petite promotion de France, mais tu fais venir le champion mondial AEW, enfin le mec il va te prendre un prix, mais de ouf. Tu le fais venir dans une promotion où c'est sa promotion où il a débuté, sa promotion locale, le mec il a quasiment débuté sa carrière là-bas, il va leur faire une fleur sur le prix, quoi. Oui, bien sûr, mais bon, tout ce que je dis, c'est qu'à mon avis, il faut pas non plus être dans le monde des bisounours. Je pense que t'en as qui en ont rien à foutre. Hein. C'est. Bien sûr. Et il y en a aussi qui vont par plaisir. Hein, Ah oui, il y en a, mais bon, après, faut pas oublier qu'on parle de. Encore une fois, on parle de contrats avec des milliers de dollars minimum. Donc, faut pas non plus. Voilà. Je suis peut-être un peu cynique et c'est peut-être le jour qui fait que, mais bon, faut pas non plus. Je pense qu'il y en a certains qui sont un peu plus ouverts, oui, à baisser leur prime, justement pour aller par plaisir à tel endroit, parce que ça leur fait plaisir. Après, ça marche pas tout le temps. Si je dis pas de conneries, il y avait Danielson qui voulait participer au G1 et qui le fait pas finalement. Ouais, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la même chose, c'est très physique le G1. Oui, bah oui, mais bon. C'est pas un show indépendant du coin, du quartier, où tu fais une apparition, tu fais un petit match de 5-10 minutes et tu rends tout le public content. Participer au J1, c'est faire 10 matchs de 25 minutes sur 2 semaines. C'est pas pareil. Oui, bien sûr, mais bon, c'est pour dire que du coup, voilà, tout n'est pas non plus ouvert à 100%. Après, franchement, honnêtement, je serais pas étonné que Bryan Danielson, avant la fin de sa carrière, aille faire un G1. C'était peut-être juste pas le bon moment, quoi. On verra bien. En ce moment, il y a quand même des gros plans autour de son clan et tout, donc je pense que c'était peut-être pas le bon moment non plus. Après, Declan, je sais qu'on a pris pas mal de temps jusqu'à présent, mais je te propose qu'on accélère juste un tout petit peu. Let's go, ouais. Autre titre féminin, du coup, les WWE Women's Tag Team Championship et NXT Women's Tag Team Championship qui vont être unifiés lors de SmackDown demain avec Ronda Rousey et Shayna Baszler qui vont affronter Ayla Dawn et Alba Fire. Donc il n'y aura plus qu'un titre féminin tag team qui sera unifié. Et en vrai, c'est logique. Je voyais pas trop l'intérêt d'avoir 2 titres tag team. Et du coup, les championnes vont naviguer un peu entre tous les rosters de WWE a priori. Je trouve que la réunification, je trouve qu'elle est vraiment tombée de nulle part en fait. Ouais, un petit peu. Ouais. Un petit peu. Mais ils sont en mode un peu rebrandage en ce moment d'un peu beaucoup de choses. Ouais. Oui, tu sens qu'il y a quand même une transition qui est en train de se faire. Et il faut passer par là, même s'il n'y a pas trop d'explications, on va dire, ils sont obligés de revenir sur certains trucs.
pour recadrer un peu le truc, je pense. Et du coup, bon, ils prennent un peu sur eux de dire, bon, tant pis, y a pas trop d'explications, mais il faut qu'on le fasse, donc on va le faire. C'est un peu Ouais, comme bah, retirer le titre d'un catcheur qui est blessé, voilà, t'as pas forcément trop l'explication des fois, mais... ce qui est marrant, c'est que il y a quelques mois, ils nous avaient teasé, enfin, c'est Vince McMahon qui voulait, mais ils avaient teasé l'unification des deux titres féminins principaux, alors qu'au final, non, ça arrivait du côté tag team, en fait. Mhm. Mhm. Enfin bref, voilà, il y a quand même beaucoup de changements en ce moment, et à faire à chiffre, parce qu'on n'est peut-être pas à l'abri qu'il y a encore d'autres changements dans les prochaines semaines et prochains mois. Bon, bah, tant qu'ils remettent pas le titre 24/7, hein. Du côté des retours, signatures, tout ça, il y a pas mal d'infos également ces derniers jours. Avec la WWE qui espère toujours un retour de Drew McIntyre pour Money in the Bank, donc on aura la réponse quand même très prochainement si jamais ça va se faire. Ça pue un peu, hein. Vraiment, le gros problème principal, c'est que Drew McIntyre veut des garanties pour son utilisation. Il est un peu déçu de ne pas être trop mis en avant et d'être un peu sur le côté, notamment les dernières semaines avant son absence et de ça, il était un peu mid-card hein, quand même, on va pas se le cacher. Et du coup, avant d'accepter, il veut des garanties sur son utilisation, etc. Et du coup, la situation est quand même très très incertaine et là, ça commence à puer. Plus les semaines passent, plus ça commence à puer quand même, hein. Bah, le mec a quand même porté la fédération pendant la pandémie. Franchement, je trouve qu'ils ont pas été. S'il revient pas à Money in the Bank, honnêtement, à mon avis, c'est mort. Parce que c'est le moment parfait pour le faire revenir. Ah, on va voir le début de Drew Galloway à Forbidden Door. On va voir flou. Là, tu pètes un cas. Ouais, Non, c'est pas possible. Au champ en Angleterre, là, à All-in. Ouais. Après, bon, c'est pas possible au niveau du contrat, mais bon. C'est vrai que des contrats, genre jusqu'à fin octobre ou novembre, un truc comme ça. Puis même, ils ont pas. Légalement parlant, ils ont même pas le droit de rentrer en négociation avec lui tant qu'il est sous contrat, quoi. Ouais, bah. Clairement, les États-Unis sur ça. Après, je pense que si tu t'appelles Drew McIntyre, que tu sais que ton contrat finit en octobre, que t'as été déçu de ton utilisation et que tu sais que t'as une autre promotion derrière qui. Ouais. Tu peux déjà prendre des contacts avec certains catcheurs de AEW. Ah oui, totalement. Moi, je me casse de WWE à la fin de l'année. Si vous pouvez me garder une petite place. Bah, clairement, hein. Clairement, on n'est plus. Alors, autant peut-être qu'à un moment, avoir juste un impact, l'impact en possibilité, peut-être un peu frustrant, mais bon, vu que la EW. Ouais, voilà, alors que là, la EW, peut-être pas encore au niveau de la WWE, mais bon, je veux dire, c'est ce qu'on a de. Presque, hein. Niveau salaire, Bon. je pense que ça se tient, donc déjà, rien que Oui. ça. Oui, à la rigueur, ok, mais je dis. T'as quand même, en fait, en autre choix, t'as quand même AEW, voire NJPW. Oui. Oui. Bah, c'est un catcheur qui collerait à NJPW et Drew McIntyre. Dans le style, ça collerait totalement. Oui. Parce qu'il faut quand même un style un peu particulier, quand même, NJPW. Il faut quand même un style un peu physique, un peu sportif. C'est pas tous les catcheurs, tu vois, les catcheurs entertainment, ça marche beaucoup moins bien. Tu vois, dans l'idée. Tu vois, genre, par exemple, LA Knight, NJPW. Oui, bah. Tu vois, par exemple. Mais Drew McIntyre, ça collerait parfaitement. Donc oui, il a potentiellement deux portes de sortie, je pense. Donc Oui. là, c'est un peu ce qui se passait avec Roderick Strong. Tu vois, le mec avait des potes à la EW, et il a dû leur dire, les gars, je me casse. Si vous pouvez me garder une place, voilà, tu mets ma valise à tel endroit dans le vestiaire et puis j'arrive, hein. Ouais, non, bah clairement, je pense on est vraiment plus maintenant dans une période où c'est peut-être plus intéressant de sauter vers un autre navire, quoi. Et encore, t'imagines qu'on a que 2-3 compagnies au top niveau comme ça. T'imagines s'il y en avait une dizaine, un peu comme au foot, t'avais vraiment une dizaine de gros clubs qui s'échangeaient les joueurs entre eux, parce qu'en gros, c'est à peu près ce qui se passe dans le foot, hein. Faut pas se le cacher, les joueurs, ils naviguent toujours entre les mêmes gros clubs, même les entraîneurs, tout ça. T'imagines si dans le catch, t'avais à peu près le même système avec 10 grosses fédérations comme ça au même niveau, mais le bordel que ça serait sur les négociations de contrats et tout. Ah, ça serait une dinguerie, hein. Ah bah clairement, clairement. Déjà, j'aime... Ouais, pardon, vas-y. Vas-y, si tu veux ajouter un truc, vas-y, hein. Non, j'allais juste dire, ouais, je suis vachement curieux de comment ça se passe vraiment au niveau négociation et tout. Par exemple, un mec comme Cody Rhodes, je suis... Comment dire, Cody Rhodes était tellement, entre guillemets, un des visages de la EW, entre guillemets, et pour beaucoup, un des décisionnaires, que le fait de l'avoir... Enfin, voilà, le fait que ça a été le premier gros nom à faire le jump, c'est... Voilà. Moi, je pense que W, ils avaient presque pas le choix, en fait. Je veux dire, je peux pas passer à côté d'un si gros nom, quoi. Oui, mais bon. Quasiment pas possible, en fait. Enfin, je veux dire... c'est comme si t'avais Roman Reigns qui se barrait de la WWE à EW, ils ont pas le choix, ils sont obligés, quoi.
tu vois. Par exemple. Après, c'est Roman Reigns, je suis pas sûr qu'il accepterait. Je pense que s'il se cassait de la WWE, il arrête, tu vois. C'est plus dans cet esprit-là. Mais ils ont pas le choix en fait. Enfin, je veux dire, à un moment, t'as Kevin Owens ou Sami Zayn qui se barrent de WWE, tu vois, à WWE, ils vont dessus, c'est obligé quoi. Ah oui, clairement, oui. À un moment, Bah, en fait, quand tu regardes, les seuls catcheurs dont t'attends pas vraiment qu'ils changeraient de promotion, c'est les produits locaux en fait. Ouais. Genre les Randy Orton, les Roman Reigns, voilà. Ouais, Roman Reigns, je pense, oui, il arrêterait. En vrai, s'il se barre, je pense qu'il arrête. Hein. Il serait plus dans cet esprit-là, y aller faire du cinéma et compagnie que. Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, la WWE, c'est aussi une porte supplémentaire vers le cinéma, ouais. La WWE commence aussi un petit peu. Mais ils ont moins d'ancienneté, donc moins de légitimité, on va dire, entre guillemets. Ouais, enfin, quand tu regardes. Non, mais pour les producteurs, je veux dire, il y a moins de. Voilà, ils ont moins de légitimité, parce qu'en disant, bon, AEW, les gars, vous avez 4 ans, quoi, tu vois. Donc, oui, et puis les noms de la AEW sont pas forcément, entre guillemets, bancables. Au niveau aura, on va dire. Un John Moxley, je pense, ça pourrait. Oui, mais. Devenir assez facilement bankable. Hein. Il est passé à la WWE. Tu vois ce que je veux dire ça serait. Jungle Boy pourrait être très très facilement bankable. Hein. Il a totalement le physique pour faire du cinéma, quoi. Ouais, après, j'ai envie de dire, Jungle Boy, il a aussi il a un avantage, c'est que son père était dedans. Oui, aussi. Et donc, forcément, il y a plus de. Il y a plus de trucs, mais quand tu regardes, je sais pas, au niveau des main eventers, on a qui? On a Moxley, on a Danielson, MJF. Claudio Castagnoli, il pourrait totalement avoir le gueule pour faire du cinéma. Oui, alors après, attention, je te parle pas d'avoir la gueule ou pas, je te dis juste qu'entre guillemets, je pense que sur une affiche aux États-Unis, malgré le fait que je préfère la AEW, hein, je le cache pas, mais je pense que si sur une affiche tu as marqué WWE Superstar, ça reste vachement plus vendeur que AEW Superstar. Sting, Chris Jericho, et tu vois, oui, ça marcherait, mais ils sont surtout connus pour ce qu'ils ont fait avant, quoi. Après, Chris Jericho, c'est pareil. Lui, il a déjà des pieds dans le cinéma depuis des années. Ouais, Sting, ça pourrait largement le faire, quoi, tu vois. Ouais. Ça me choquerait pas, tu vois. Oui, mais c'est pareil. Il serait pas. C'est par rapport à ce qu'il a fait avant, ouais, bien sûr. Voilà, ce serait pas vraiment. Pour l'instant, l'exposition qui permet vraiment d'aller vers l'extérieur. Genre, tu regardes les séries télé ces dernières années, t'as 15 fois plus de guests de la WWE que la WWE sur la durée ou depuis le temps qu'elle existe, quoi. Bref, on va revenir au sujet principal avec des retours, des signatures potentielles, etc. Avec Carlito qui pourrait faire son retour avec WWE, en tout cas c'est ce qu'il a indiqué à plusieurs promoteurs indépendants. Il leur indique qu'il a annulé des dates parce qu'il va signer avec WWE et il ne pourra pas assumer ces dates-là. Alors, on va savoir si c'est vrai ou si c'est... voilà, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Moi, en vrai, ça me surprendrait pas tant que ça. Hein. Ouais, ça pourrait le faire, je pense. Ça pourrait le faire. Ça fait... En mid-card, ça peut le faire. Oui, et puis même en agent, je pense qu'il est arrivé à un stade où il a une carrière, il est légitime, quoi. Ah, mais tu mets même un Carlito, honnêtement, c'est bizarre, mais tu le mets à NXT pour encadrer les jeunes, etc. Et tu le fais apparaître un peu en catcheur de temps en temps. Non, je sais pas. Je le verrais plus avec un rôle à la MVP, tu vois. Mais oui, on reste dans le même... Nouveau manager des Usos, tu sais. Non, mais... Les Usos reprennent un côté un peu fun à faire des haka et compagnie avec Carlito qui mange des pommes. Tu sais que c'est limite raciste ce que tu viens de dire. Nickel. C'est un peu raciste ce que tu viens de dire, c'est très limite. Hein. Bah, je suis désolé, c'est les gimmicks qu'ils avaient avant. Hein. Moi, je suis revenu sur les... Ouais, mais la WWE, c'est les spécialistes des gimmicks clichés, donc... Moi, je reviens juste sur les gimmicks qu'ils avaient avant. Je propose, hein, c'est tout. Ouais. J'ai pas dit que... Ouais. Je propose sur ce qu'ils avaient avant. Hein. Ouais, fais gaffe. Des potentielles signatures de catcheurs AEW qui pourraient se barrer éventuellement. En tout cas, ça parle beaucoup. Avec la WWE qui porte un grand intérêt pour signer Hook. Shawn Michaels et Triple H sont extrêmement fans de Hook et ils aimeraient beaucoup le voir sous la bannière WWE. Sachant que Taz a dit que il aimerait bien aussi, éventuellement, pourquoi pas, Hook, WWE, ça... Voilà. En tout cas, il a dit pourquoi pas, quoi. Tu vois, il a dit... Voilà. Je le vois absolument pas la WWE. J'ai du mal à y croire. AEW, j'ai l'impression qu'il mise énormément sur Hook, en vrai. Bah, disons que lui, c'est un peu l'antithèse des mecs WWE, c'est vraiment pour moi un pur produit AEW.
Et je le vois pas dans une autre promotion en fait. Moi, je le vois devenir une méga star, honnêtement, Hook, mais Ah oui, oui, mais. je le vois pas se barrer de AEW. Ah oui, bah clairement, oui. Je le vois pas ailleurs en fait. Il est tellement. En fait, c'est là où la AEW est vraiment très très douée, c'est qu'elles ont créé des putains de méga stars en fait. Et il y a certaines de ces stars que je vois absolument pas aller ailleurs. Autant il y en a certains, je pourrais. Oui. Jack Perry, Jungle Boy, ça me choquerait pas. Bah même lui, tu vois, en fait, il a tellement. Ah, je sais pas. Je sais pas. MJF, ça me choquerait pas. Oui. De toute façon, MJF, s'il veut atteindre le statut vraiment de méga superstar à un moment ou l'autre, il faudrait qu'il fasse le jump. Si vraiment son objectif final, c'est d'être la super méga star, comme il a plus ou moins l'impression de le dire à toutes les interviews, je pense à un moment ou l'autre, il faudrait qu'il fasse le jump. Ah, je sais pas. La WWE, en fait, le problème, c'est que je les vois pas. Je les vois pas entre guillemets s'épanouir autant qu'à la WWE. Genre à la WWE, on sait très bien. Enfin, on sait très bien. Oui, c'est un peu présent de dire ça, mais genre MJF, ils vont en faire un Alberto Del Rio numéro 2 en fait. Pas faux. Donc c'est ça le problème. Ou alors faut qu'AEW continue de grandir encore et vraiment d'aller taper WWE quoi. Oui, oui, bah oui, ce serait plus. Ce qui est possible en vrai. Hein. Je pense qu'ils sont en train de réduire l'écart petit à petit quoi. Ah oui, bah ça prendra des années forcément. Après, est-ce que tu peux rattraper 50 ans de gap comme ça? Mais effectivement, je serais à la place de Tony Khan ou de peu importe qui est vraiment la gestion du truc. Honnêtement, je miserais très gros sur les MJF, Hook et... Bah oui, voilà, ouais, ça me ferait vraiment très... Moi, je suis à leur place, je fais tout pour les garder. Bah c'est ça. Il y a quelques millions de trop par rapport à leur valeur vraiment commerciale actuelle. Bah oui, c'est clair que tu peux pas... Autant à la rigueur, Cody Rhodes, bon voilà, ça a été surprenant, mais après il y avait des gens entre guillemets impassifs. Mais du coup, un mec comme Jungle Boy ou même Darby Allin, même si il a pas été créé par la EW, mais la EW l'a fait exploser, je les vois pas sauter de trucs quoi. Bon, un autre contrat du côté de AEW qui par contre lui pourrait se sauter. Et ce serait peut-être un peu moins choquant, entre guillemets, c'est le contrat de Rush avec AEW qui expire très prochainement, la WWE qui porte un grand intérêt pour le signer. On se doute bien que de toute manière, dès qu'un talent va être en fin de contrat d'un côté, t'as la compagnie concurrente qui va essayer de le choper, quoi. Globalement, c'est à peu près ce qu'il faut en tirer. Mais Rush, c'est quand même un gros nom, je pense, pour du gros mid-card, et voire peut-être même un peu plus. Et ça me choquerait moins, en tout cas, que les noms qu'on a évoqués juste avant. Bah, en vrai, Rush, je suis pas... Il est pas forcément méga installé à AEW, c'est ça que je veux dire, quoi, tu vois, il est pas... Ouais, il fait partie des noms qu'ils ont réussi à apporter, mais qui n'ont pas forcément eu de gros trucs, quoi. Mais en vrai, Rush, j'ai jamais vraiment été plus hype que ça. Non, notamment. Ouais, je sais. 2 fois, si je dis pas de conneries, d'ailleurs, 2 ou 3 fois. Mais ouais, non, je suis pas... Il est... c'est pas que je le trouve mauvais, mais c'est qu'il a rien qui m'attire, en fait. Je suis pas méga fan, moi j'aime bien. Je t'avoue que c'est pas mon catcheur préféré dans ce style-là en fait, dans cette génération-là de luchador, en tout cas que AEW a un peu sous contrat. C'est pas forcément mon truc préféré. Il a été 2 fois champion du monde Ring of Honor. Je vérifiais. Avec un règne notamment de 490 jours la dernière fois, mais c'était à l'époque où un peu Covid et compagnie, où il y a eu beaucoup moins de shows et tout ça. Donc est-ce que ça a autant de poids que... Ouais, bah après... Vraiment garder aussi longtemps en temps normal, peut-être pas. Mais bref, en tout cas, c'est pas de sa faute. Hein, donc, mais ça me choquerait moins en tout cas que Rush se barre et que... voilà. C'est un nom qui me choquerait moins. Surtout que c'est pas un catcheur de 25 ans, tu vois, qui peuvent construire encore. C'est un gars qui est déjà construit. Alors c'est soit tu trouves un truc à en faire, soit voilà quoi. Ouais, il fait partie un peu des noms que la EW a récupéré, mais qui sont pas forcément très... comment dire... Encore une fois, hein, je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais je dis juste que moi, personnellement, il n'y a pas grand-chose qui me... voilà. C'est pas un draw, en fait, c'est pas le catch. Ouais, c'est ça. C'est le terme que je cherchais, effectivement, ouais. C'est du gros mid-card, mais c'est pas lui qui va te dire « Ah putain, il faut que je regarde », tu vois. Ouais, clairement, ouais. Moi, en tout cas, je le vois pas comme ça.
Autre info du côté de WWE, ça se passe du côté de NXT avec le retour de Raw Underground. Alors là, ça va choquer, ça va surprendre, en tout cas peut-être pas choquer, mais ça va surprendre pas mal le monde. Raw Underground qui va faire son retour via le biais d'une stipulation Raw Underground match. Ça aura lieu le 4 juillet entre Damon Kemp et Eddie Thorpe. Voilà, donc Raw Underground match. En gros, ils vont faire ce que la Bloodsport fait. Mais en version diluée. En gros, c'est à peu près ça. Et voilà. Et pour la petite info, Damon Kemp, c'est le frère de Gable Steveson, pour ceux qui avaient pas l'info. Ah. Gable Steveson qui d'ailleurs a dit qu'il allait entraîner Eddie Thorpe pour aller affronter Damon Kemp. Est-ce qu'il y a une trahison, quelque chose comme ça, une storyline qui est en train de se mettre en cours là-dessus? Affaire à suivre. Ah, c'est marrant, tu vois, je savais pas du tout. Mais quand tu le sais, tu regarderas la tête des deux et ça se voit. Oui, justement, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est que quand tu le sais, en fait, tu peux pas l'oublier. Mais en vrai, la stipulation, je la trouve attractive, ouais. Moi, j'aime bien que ça fait match un peu brutal, tu sais, brut, vraiment. Ouais. Pas du MMA, tu vois, mais on sent qu'il y a le côté de vouloir faire du catch un peu à l'ancienne, tu vois. Ouais, bah c'est un peu comme ils avaient un moment, j'ai plus le nom du style de match, mais le match par exemple où il y avait eu Timothy Thatcher contre Riddle. Ouais. J'ai plus le. Putain, j'ai plus le truc. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Où ils avaient foutu Battle quelque chose, non Bah bref, c'est une stipulation qu'on a vue que 2 fois, si je dis pas de conneries. Et une fois ou 2, j'ai un doute maintenant. Bah bref, c'est le genre de stipulation très spéciale qui justement, comme on les utilise quasi pas, sont marcassées. C'est un peu comme ils avaient fait à l'époque, il y avait eu je crois que c'était un Lion Dance match, je suis plus sûr, entre Ken Shamrock et... Ouais. Et c'est des trucs que contrairement aux stipulations habituelles, donc cage match, Hell in a Cell... Ça peut devenir genre, tu vois, par exemple, s'ils font de Gable Steveson ou Damon Kemp, comme ça, des stars dans le futur, ça peut devenir leur stipulation, tu vois, en gros. Oui, bien sûr, mais quand tu regardes... C'est un peu comme la EW, ils ont fait la même chose avec les Anarchy in the Arena match, par exemple. C'est vraiment... pour l'instant, on en a peut-être une par année, et dans un monde où, comme dit, on a 35 000 cage match, 56 000 Hell in a Cell... C'est bien d'avoir du... Il y en a beaucoup moins ces derniers temps, mais à une époque, il y en avait plein aussi. Enfin... Ouais. Là, ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, mais à une époque, il y avait que ça presque. Bah, SummerSlam 2022. Ouais, mais ça remonte déjà, je veux dire, il y en a pas un. À une époque, il y en avait un tous les 3 mois presque. Oui, bien sûr, mais bon, du coup, c'est vrai qu'effectivement, dans un moment où toutes les stipulations ont été encore utilisées, c'est cool de voir qu'ils essaient quand même de trouver des trucs un peu différents, quoi. Et surtout ça peut devenir genre la stipulation par exemple de Gable Steveson si apparemment il y avait quand même des gros projets sur lui. Ça pourrait par exemple devenir la stipulation de Gable Steveson quand il vraiment un peu sa stipulation spéciale on va dire de match et du coup l'avoir de temps en temps dans des rivalités pour conclure la rivalité là-dessus. Le mec ouais. Un peu ouais, mais après faut juste pas qu'il utilise tous les 6 mois quoi. Non voilà, mais après ça pourrait devenir genre le spécialiste de grappling par exemple et du coup qui fait cette rivalité-là, tu vois, pour justement faire un match un peu vraiment à l'ancienne, catch vraiment à l'ancienne, grappling au sol et tout. Ça, en tout cas, ça va être très intéressant, je pense, à regarder. Et je vous invite vraiment à regarder ça. C'est le 4 juillet. Et, en plus, c'est le jour de la fête nationale américaine. Donc, je pense qu'ils vont un peu mettre... on sait que la WWE, le jour de la fête nationale américaine, quoi qu'on en pense, c'est très patriotique, bien sûr. Mais ils essaient toujours de mettre En espérant que cette fois, il n'y ait pas une attaque d'aliens. Ils essayent toujours de faire un truc assez majeur, généralement, le 4 juillet. Donc, je pense qu'il y a moyen que c'est un NXT assez sympatoche à regarder. Money in the Bank, une petite info, on va pas revenir sur la carte, mais juste une petite info sur les potentiels vainqueurs. On en a parlé quand même plusieurs fois, donc on va revenir assez rapidement juste dessus. Les dernières infos citent toujours Io Sky et LA Knight en tant que favoris pour remporter les Money in the Bank ladder match. On va peut-être pas trop revenir dessus, mais bon, voilà, en gros, ça va pas bouger. Et c'est un peu toujours les noms qui sont quand même assez revenus sur le coup. Logan Paul a été ajouté au Money in the Bank match cette semaine. Et a priori, c'est vraiment juste pour mettre un peu de star power et tout ça, et un peu le Dawa à Londres. Mais ils vont pas, a priori, pas faire gagner Logan Paul. Alors, c'est marrant, je me fais 2 remarques. La première, c'est que le Money in the Bank féminin, il a tellement moins de prestige que le Money in the Bank masculin, j'ai l'impression. Et l'autre truc, c'est que c'est marrant, autant LA Knight, je le vois éventuellement gagner, autant je le vois absolument pas caché de façon réussie. Mais c'est pareil,
encore une fois, le Money in the Bank, c'est devenu tellement entre guillemets utilisé que. Moi, je le vois bien caché sur Seth Rollins dès le soir même. Ouais. Je sais chacun son truc, moi je. Sachant que LA Knight a SmackDown, donc ça foutra encore le dawa, mais bon, tout va bien. Ouais, non, honnêtement, je vois absolument pas comment ça pourrait. En tout cas, les titres, c'est vrai que globalement, t'as raison sur le Money in the Bank féminin, mais j'ai l'impression que même les titres féminins en ce moment, Après, un truc à garder en tête aussi, c'est que depuis l'année dernière, c'est devenu pas impossible que le vainqueur de Money in the Bank manque même pas sur un des World Champions. Oui. Donc. Ouais. Ah, LA Knight peut très bien aller décider d'aller challenger le champion NXT par exemple. Non, oui, mais bon, c'est devenu. J'ai l'impression qu'en fait, dire ça pour la WWE, c'est un peu devenu la solution de facilité, tu sais. C'est genre, ouais, il a gagné, mais comme on veut pas vraiment faire un main eventer tout de suite, on va plutôt le faire banquer sur un titre secondaire, tu vois. C'est devenu un peu trop simple comme truc de facilité. Si Rob Van Dam dire longtemps à l'avance, je vais aller challenger tel gars, telle date. Ouais, ce qui est classe aussi dans l'absolu quand t'es un catcher face par exemple. Ouais. Ou alors le mec qui est vraiment sûr de lui, tu vois. Qui a une gimmick vraiment du gars qui est sûr de lui. Ça peut le faire aussi, tu vois, le gars vraiment heal, qui dénigre tout le monde et qui fait, de toute façon, vas-y, je m'en bats les couilles, moi tel jour j'affronte tel gars, je le bats, quoi. Ouais, je sais pas. Moi je pense que ça peut aussi passer suivant comment tu le tournes et suivant l'explication de bref. De toute façon, le Style et LA Knight, a priori, on se dirige quand même sur ça et ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle. Donc voilà. Autant LA Knight, j'ai peut-être un peu un doute. Autant Io Sky, je vois pas qui d'autre en fait. Et je pense qu'ils vont faire un Io Sky Asuka ou une connerie comme ça. M'étonnerait qu'ils passent à côté d'un Io Sky Asuka peut-être dans les prochains mois. Honnêtement, c'est peut-être le moment presque idéal presque de le faire. Donc même si les deux sont dans des rosters différents en plus encore, mais je les vois pas passer à côté d'un truc comme ça honnêtement. Donc sachant qu'ils veulent faire tourner face Io Sky aussi. Donc. Wait and see. Là, pour le coup, je t'avoue que il y a tellement de possibilités, mais en même temps, pas tellement de possibilités qui m'intéressent moi personnellement. Je suis surpris aussi sur les Money in the Bank, donc. Oui, mais bon. Honnêtement, on va faire un suivre en tout cas, mais en tout cas, c'est les noms qui reviennent. Impact Wrestling, rapidement, 2 infos. Avec Against All Odds qui a eu lieu, c'était pas dimanche là, c'était le dimanche dernier. Le dimanche d'encore avant, donc du coup, il y a eu 2 nouveaux champions, et c'est assez un booking original, on va dire. Puisque c'est une tag team en fait composée de Chris Sabin et Alex Shelley. Ils ont remporté chacun un titre solo de leur côté. Avec Chris Sabin qui est devenu champion X-Division pour la 9e fois, c'est quand même assez énorme. Et Alex Shelley qui a remporté pour la première fois de sa carrière le Impact World Championship, sachant que Chris Sabin avait déjà remporté ce titre il y a plusieurs années. Et c'est le premier run pour Alex Shelley. Je trouve que c'est un booking original en fait de mettre une tag team comme ça, aller remporter chacun leur titre solo de chacun de leur côté, et c'est plutôt pas mal. Et Alex Shelley qui défendra son titre contre Nick Aldis lors de Slam Anniversary, on revient. J'ai levé un sourcil interrogateur quand j'ai vu les résultats. Je fais quoi? Parce qu'en fait, d'abord, j'ai vu la news qu'il allait avoir Nicky Aldis contre Alex Shelley. Je fais, mais attends, il y a un. J'ai vu les résultats, je fais, quoi? C'est cool, hein, franchement, C'est une grosse affiche qu'on aurait pu avoir lu il y a 10 ans. Ouais. C'est cool, hein, c'est cool. Franchement, Alex Shelley, Chris. Très bien, et au moins il tente des trucs, et c'est. Ah oui. Je trouve ça intelligent au moins de tenter un truc comme ça. Ça se voit pas souvent. Et... S'il pouvait tenter d'avoir une meilleure production value, ça serait bien, mais en attendant. Ouais, ça c'est un autre débat. Bah, moi, j'aime bien en tout cas, j'aime beaucoup. Détail très con. Détail très con. Est-ce qu'on a beaucoup parlé de Multiverse United? Non. Avec Hiroshi Tanahashi qui a été annoncé d'ailleurs. Ce qui est assez énorme aussi. Et est-ce qu'on parle de Forbidden Door? Oui, beaucoup plus. Voilà. Un produit est vendu bien avec une production value bien, l'autre produit est fait avec une production value de choix indépendants français. C'est dans quelques semaines encore, donc c'est encore un peu le temps. Oui, bien sûr, mais bon, encore une fois, je dis, même si tu compares les deux premiers, donc le premier Forbidden Door et le premier Multiverse United, sans déconner, le Multiverse United, le premier, mais t'as l'impression que c'est un show français, ils ont aucun budget. Non, alors les mecs sont très bons sur le ring, hein, je dis pas, et je dis pas qu'il faut suivre que les catcheurs qui sont, entre guillemets, bien mis en avant de par la production. Mais entre guillemets, ce niveau de production, à mon sens, pour, entre guillemets, une promotion qui est censée être dans le top 5, c'est honteux. Bah, on peut espérer peut-être un peu mieux pour Multiverse United 2 avec Hiroshi Tanahashi qui vient d'être annoncé, pourquoi pas faire un suivant. Wait and see.
Autre info, Impact Wrestling avec Moose qui a annoncé avoir prolongé son contrat, sachant qu'il était en fin de contrat très prochainement. Il a indiqué avoir signé le contrat la plus longue durée de l'histoire de Impact Wrestling, donc vous êtes pas prêt de voir Moose ailleurs, a priori en tout cas, ou alors il va falloir racheter les années de contrat, et là ça coûte extrêmement cher. De racheter des années de contrat, ça peut se faire éventuellement, mais ça coûte très très cher. Donc c'est très rare que ça se fait. Donc Moose Impact Wrestling, voilà, vous allez le garder longtemps et je pense que c'est le bon call pour lui parce que il est très bien Impact Wrestling et puis il est généralement très bien mis en avant. Et... Oui, pour le coup, c'est la grosse star d'Impact Wrestling même globalement. Oui, clairement. Ouais. Et puis pour le coup, tu vois, c'est pareil, ça fait plaisir d'avoir un mec qui est totalement fidèle parce qu'à mon avis, c'est pareil. Moose, il avait. Star d'Impact Wrestling depuis plusieurs années, il essaie un peu de stabiliser quand même un peu. C'est vrai oui, à part avoir des noms par-ci par-là, quoi. Ouais, après oui, ils ont des guests souvent comme ça, des fois pendant quelques semaines, et puis après tu les vois plus, parce que voilà. Mais ils essaient quand même de stabiliser un peu plus le roster. Il y a genre 5-6 ans, les mecs, tu les voyais un an, tu les voyais plus. Tu revoyais d'autres nouveaux gars pendant un an, et après tu les revoyais plus. Enfin, ça tournait tout le temps, et du coup pour des continuités de storyline, c'était assez compliqué. Et là, c'est quand même un petit peu plus stable. Ils ont même fait revenir des noms, d'anciens noms, genre Nick Aldis, ils ont fait revenir Jake Christ aussi, avec Sami Callihan. Voilà, il y a quand même... Ils essaient de stabiliser un peu le truc. Et, après, il y a un truc sur lequel ils ont pas de pause, c'est que les stars qu'ils ont réussi à créer, ils les ont perdus après à côté de la AEW ou de la WWE, quoi. Ouais, ça va. C'est un truc qu'ils ont pas eu de chance. C'est vrai. AEW, j'ai deux petites infos qui sont tombées rapidement. Je les avais pas préparées, mais elles sont tombées. J'ai un truc en spoiler, mais du coup, je vais pas vous spoiler. Je vous dis juste, regardez Rampage cette semaine, il va se passer un truc. Voilà, donc je spoil pas, mais je vous dis, regardez Rampage, il va se passer un truc. Et autre info avec Fuego del Sol qui a annoncé qui se barre de AEW, fin de contrat, il se casse. Oh merde, il me manquait, ça faisait partie des noms que justement on n'avait pas vu depuis des mois, je me demandais ce qu'il devenait. Fin de contrat pour Fuego del Sol. Très bon pote de Cody Rhodes d'ailleurs. Ouais. Donc peut-être. Hein. Bah j'aimais bien à Dark le foutage de gueule avec les deux qui faisaient en équipe ensemble avec Cody masqué, mais tu voyais le tatouage. C'est excellent. T'avais aussi Bryan Danielson aussi qui a fait un personnage masqué pendant un petit moment à Dark et il s'était éclaté. Je crois qu'il avait fait 2 apparitions, je crois, sous un nom, je sais plus c'était quoi le nom. J'ai même pas fait gaffe, tu vois. Il avait fait un catcheur masqué, attends, faudrait que je te retrouve le nom rapidement. Si je peux retrouver ça, attends. Peut-être retrouver assez rapidement, en vrai, sur Cage Match et tout, ça peut se trouver, je pense, assez facilement. Et Infinito. Ah, c'était lui? Infinito, c'était Bryan Danielson, il a fait 3 ou 2 matchs, juste pour l'éclate. C'est vraiment les mecs qui ont envie de s'amuser. Ouais, j'aime bien quand il y a des trucs plus fun comme ça. Un peu comme quand il y avait Curryman à Impact Wrestling, quoi. Oui, exact, ouais. Daniel s'est éclaté avec Curryman, quoi. Bah, t'avais même une fédération qui avait booké il y a une paire d'années un match. Alors, je crois que c'était Goldust en équipe avec The Midnight Rider contre Cody Rhodes et Dusty Rhodes. Dustin et Dusty Rhodes, pardon. Ouais, Dustin, ouais. Ce foutage de gueule. Autre info, Impact Wrestling, pas Impact Wrestling, AEW, pardon, putain, je fatigue. Et on a 2-3 infos, après on fait la carte de Forbidden Door rapidement, parce qu'on va pas durer 50 ans là-dessus. Konosuke Takeshita qui a fait un heel turn il y a très peu de temps en s'alliant avec Don Callis, avec la trahison de Don Callis sur Kenny Omega. Si vous avez pas suivi, je vous renvoie sur les shows précédents de AEW, vous allez retrouver ça très rapidement. Heel turn donc de Konosuke Takeshita qui est fait pour élever son star power, c'est en train de prendre doucement et c'est en train de marcher quand même, mine de rien. Je pense qu'il y a un gros potentiel sur Konosuke Takeshita. Et le plan à long terme de AEW, c'est quand même d'en faire un top face en fait de Konosuke Takeshita. Vraiment, le heel turn est juste pour l'élever en fait sur la carte. Et à un moment ou à un autre, il fera un face turn et ça, il devrait rester en fait en tant que top star, en gros, enfin une des top stars au moment du face turn en fait, voilà. Donc là, ils sont en train de travailler un peu sur la rivalité avec tout autour de The Elite, Konosuke Takeshita, tout ça. Et ils sont un peu en train de l'élever sur la carte et c'est potentiellement intelligent. Don Callis, c'est quand même un nom qui pèse, on va dire, et l'avoir en manager, je pense, ça aide aussi. Bah surtout que honnêtement le voir en tant que manager alors que The Elite avait fait un face turn, c'était totalement c'était con en fait. Enfin c'était con. C'était bizarre, on va dire. Don Callis, honnêtement, peut-être moins reconnu que par exemple qu'un Paul Heyman, mais il peut presque peser autant que ça en fait. C'est à peu près le même style de. Ah bah c'est une putain de machine à hit hein. Peut-être moins reconnu, tu vois, Paul Heyman, mais c'est à peu près le même style, tu vois, je trouve. Enfin, moi, je pourrais les comparer, tu vois. Donc, c'est pareil, c'est une grande gueule aussi, il parle beaucoup, c'est pareil, quoi. Si vraiment il a envie d'appuyer sur certains faits, certains points
ça pèse. Enfin, il a des mots qui pèsent un peu et. Oui, non, il est. C'est très très bien. Il fait un bon taf. Il fait un bon taf. Et ils sont vraiment en train de faire un super taf avec Konosuke Takeshita, quoi. Sachant qu'il était un peu mis au placard au début de sa carrière, un peu à EW. Au moment où il est arrivé à EW, on le voyait pas des masses. Et les gens commençaient à s'inquiéter et tout. Mais bon, faut toujours être un peu patient. Des fois, il y a certains gros trucs qui se cachent un peu et faut juste attendre le bon moment pour le faire. Bah, gros potentiel, hein. Il a gros potentiel pour être une des stars, des prochaines grosses stars créées. Très très bon, très bon gabarit, très bon physique. Je trouve qu'il manque un peu de charisme, mais. Il a une gueule, quand même. Après, ouais, peut-être le charisme, mais je trouve qu'il a quand même une gueule, quoi. Il a quand même un gabarit. Je trouve qu'il fait trop clean, en fait. Ah, je voudrais que quand tu seras face, peut-être ça passera peut-être mieux. Ouais. Je sais pas. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, il a un physique, il y a quelque chose, quoi. Autre info, avec Mercedes Moné, ça va concerner AEW étrangement, puisqu'elle devait prendre part à Forbidden Door. Mais la blessure qu'elle a subie il y a quelques semaines, j'allais dire qu'elle a causé, donc qu'elle a subi il y a quelques semaines, fait qu'elle ne pourra pas prendre part à ce show, et a priori ce serait Mercedes Moné Saraya qui était prévu pour le show, et ça n'a malheureusement pas lieu, peut-être pour un Forbidden Door 3 éventuellement, sachant que Saraya pour le moment on la voit pas trop, elle est un petit peu écartée, on sait pas trop ce qu'il y a, mais en tout cas pour l'instant, elle est pas présente pour l'instant. Bah disons que j'ai l'impression que Saraya ça n'a pas été l'impact escompté, il me semble. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a pas cliqué comme ça aurait dû. Alors que Ruby Soho et Tony Storm ça marche très bien. Bizarrement. D'ailleurs, je m'en étais plaint sur Twitter, mais on en parle du traditionnel trope de la EW, de la catcheuse qui était challengeuse pour le titre, qui devient heel parce qu'elle a pas gagné le titre. Avec Taya Valkyrie. Le seul truc qu'elle a évité, c'est de faire un match hardcore en équipe. Mais c'est exactement encore la même storyline. Je sais pas c'est qui le créatif du côté des féminines, mais oui, effectivement. C'est... Donc peut-être un peu d'idée. Le mec, il a réussi à faire en 4 ans de AEW plus répétitif que la WWE en 20 ans, quoi. Bon, si vous avez regardé Dynamite hier, il y a peut-être des gens qui ont déjà vu Dynamite, peut-être des gens qui l'ont pas encore vu. Si vous l'avez pas encore vu, peut-être bouchez-vous les oreilles sur ce point qui va arriver. Jeff Hardy qui a subi une attaque lors de Dynamite hier, il est écarté des storylines pour quelques semaines, puisque, bon, il y a des problèmes avec Jeff Hardy, bien évidemment, puisqu'il n'a pas le droit de quitter le territoire américain. Le souci qu'AEW, c'est qu'ils sont en tournée au Canada jusqu'au 19 juillet, donc ils étaient un peu emmerdés, ils pouvaient pas avoir Jeff Hardy jusqu'au 19 juillet. Donc ils n'avaient pas de choix que de l'écarter des storylines. Donc ils ont choisi de faire cet angle-là d'attaque pour écarter Jeff Hardy. Vacances. Ouais. S'ils pouvaient prendre le temps de se reposer et tout. Non mais en vrai, au moins ils l'ont pas... comment dire, la EW est quand même vachement cool. Enfin, je sais pas si cool c'est le terme, mais avec Jeff Hardy qui malheureusement a un historique et des bagages pas très cool. Je trouve qu'ils ont quand même bien, ils sont quand même. Je sais pas si. Ah vas-y, je te laisse finir. Non, j'allais juste dire que voilà, ils étaient relativement cool avec lui. Bon après, il y a, je pense quand même vraiment une volonté de la part de Jeff Hardy de sortir de ses soucis, et je sais à quel point ce genre de soucis c'est problématique, mais ouais effectivement ils sont quand même relativement cool avec lui, quoi. J'allais dire, toi qui regardes les shows justement en temps et en heure, est-ce que tu as l'impression quand même qu'il a meilleure mine, qu'il est en meilleure condition, meilleure forme, et que ça se voit, vraiment c'est le genre de truc, ça peut se voir assez facilement de quelqu'un qui est en état d'esprit, ou quelqu'un qui enfin en tout cas qui a une santé un peu saine, on va dire, ça se voit. Bah depuis qu'il est revenu, si je dis pas de conneries, il a fait que 3 matchs plus le match cinématique, donc ça compte pas. Bah, il a pas l'air mal, hein, mais après de toute façon pour l'instant j'ai vu une vidéo promo, je crois, de cette semaine ou de la semaine dernière, je sais plus. En tout cas sur la gueule, en tout cas, enfin je veux dire sur le visage et tout ça, j'ai l'impression qu'il a moins le visage marqué, hein, et tout ça. En tout cas, il a l'air moins bouffi, moins truc, et je pense que peut-être sur la bonne voie, quoi. Et c'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Après, pour le coup, je le cache pas, j'ai moi-même, bon là ça fait
ça fait quelque chose comme 600 jours, un truc du style que je suis sobre. Mais pour avoir moi-même un souci avec l'alcool, ce qui n'est plus, enfin, qui est toujours le cas malgré le fait que je sois sobre, hein, c'est pas le genre de truc duquel on s'en sort facilement. Je peux savoir à quel point ça peut être compliqué, quoi. D'autant plus que j'ai pas la pression, on va dire, qu'a quelqu'un qui est vraiment une personnalité publique, connue et suivie, quoi. Donc, Après, en plus, c'est le genre de truc, enfin, surtout l'alcool. La drogue, des fois, ça se voit pas forcément, ça dépend des drogues. L'alcool, ça se voit quand même vraiment si t'as une grosse addiction. Ça se voit sur le comportement, ça se voit sur le visage, t'as le visage bouffi généralement. Bah, j'ai envie de dire, le truc qui est un peu traître, c'est que ce que tu dis, c'est pas vrai à 100%, tu vois. Je sais que dans mon cas, le souci que j'avais, ou même d'autres personnes que j'ai connues qui avaient ce souci, ça se voyait pas forcément. C'est ça qui est vachement insidieux, en fait. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est pas forcément visible. C'est vrai qu'il y a des gens, ça se voit bien. Ouais. Des visages bouffis, tout ça, enfin, généralement, c'est qu'il y a quand même un souci, quoi. Après, là où ça a été vraiment vu et vraiment visible, ça a été John Moxley, post et pré et post des intox, quoi. Ah oui, ça se voyait, bien sûr. Mais John Moxley, c'était pas un secret, hein, qui buvait surtout du whisky, tout ça. C'était pas un secret, même dans les... Quand il était plus jeune, avant WWE, dans les shows indés, des fois, il a avec la bouteille de whisky à la main, tout ça. Enfin, je veux dire, c'était pas un secret, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est pas une question de secret. Quand il était vraiment en indé, ça faisait partie du personnage d'être un peu borderline, tout ça. Mais bon, c'est des trucs, quand ça touche vraiment des vraies addictions, tu vois, quand c'est sur le personnage, ok, mais quand ça touche vraiment le personnage qui est comme la réalité, c'est plus compliqué, quoi. Bah, je sais par exemple qu'en autre catcheur qui était dont l'alcool faisait partie de la gimmick, je sais qu'à l'époque Steve Austin par exemple, alors je sais pas si c'est toujours le cas 20 ans plus tard, mais oui, non, mais pour le coup de Steve Austin, en fait, il avait plus le droit de boire d'alcool, en fait. C'est-à-dire que tous les trucs que tu voyais quand il y avait de l'eau, après, c'était des bières sans alcool. Après, je sais pas si... Le Sandman, je crois qu'il est dans le même cas, hein. Je crois qu'il boit plus d'alcool non plus, hein. Il me semble, hein. Ouais, bah oui. Ah, le Sandman, il est arrivé dans le ring avec la bière, la clope au bec, enfin... Mais vraiment, c'est un... Mais je crois que c'est... Voilà, bah après, le Sandman, il a eu beaucoup de problèmes de santé aussi, donc à un moment, les mecs, ils sont pas débiles non plus, je veux dire. Il y a des gens qui arrivent pas, hein, malgré avoir des problèmes de santé, il y a des gens qui arrivent pas. Oui, bah oui, totalement, oui. Normalement, ils ont quand même le déclic, ils font, attends, faut que j'arrête, quoi. Bah ouais, mais le principe d'une addiction, je sais pas si t'as la malchance d'en connaître une, ou d'avoir... Je vois les... Mais c'est traître, hein. Honnêtement, bon, c'est peut-être un peu deep pour l'émission et c'est peut-être un peu too much information, mais je peux te dire que quasiment... attends, c'est pas compliqué, c'est pour te dire à quel point je fais quand même attention à un truc. J'ai une application qui me dit depuis combien de temps je suis sobre. Donc pour vraiment donner une idée et pour pouvoir mettre en perspective ce que je vais dire dans 2 secondes. Hop là, et j'en profite, attention, je sais qu'on est sur Twitch et que ça peut être très regardant. En aucun cas, ne croyez pas que l'émission fait la promotion de l'alcool ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que c'est un sujet du coup qui est qui du coup est là. Mais ouais, par rapport à l'alcool, ça fait exactement 1 an, 5 mois et 21 jours que je suis clean et que je suis sobre. Et même encore aujourd'hui, quand je passe à côté de certains rayons ou dans des cas où ça va vraiment très mal, ça me démange. T'es au point, est-ce que, par exemple, juste après on tournera la page sur ça, est-ce que par exemple t'es au point au 31 janvier, enfin au 31 décembre, pardon, de même pas boire un fond de coupe de champagne pour le changement d'année du tout? Zéro alcool. Ok, d'accord. Non, mais après, personnellement, il y a des gens qui arrivent à peu près quand même, tu vois, qui arrivent un peu quand même à dissocier le truc et au 31 décembre, par exemple, juste boire un fond de coupe et qui arrivent à se contenir, on va dire. Non. Bah, déjà, le champagne, j'ai jamais aimé, et de 2, le problème, c'est que... comment dire ? C'est très con ce que je vais dire, et ça permettra de faire un peu plus... Dans le truc, ça va voilà, ça... Non, mais en fait, c'est très con ce que je veux dire, c'est un peu... c'est pour un peu plus de légèreté, j'allais dire, c'est un peu comme Batman quand il explique pourquoi il tue personne. Parce qu'il dit, ouais, effectivement, je pourrais tuer le Joker, mais... Voilà. J'arrête plus, quoi. Là, c'est pareil. Ça se trouve, peut-être même que si je buvais un truc que j'adore, peut-être même que je crierais pas après. Mais j'ai pas envie d'essayer. Le fait même qu'au bout d'1 an et demi, j'ai toujours des entre guillemets, on va appeler ça des pulsions, faute d'un meilleur terme, c'est la preuve même qu'il faut pas que j'y cède. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Bon, d'ailleurs, rapidement, si tu veux bien. Ouais, non, j'allais juste finir sur le sujet en disant, si jamais vous êtes dans le cas où je suis,
ou dans un cas où vous n'avez pas encore arrêté, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est juste pour finir sur le sujet. Exactement. Forbidden Door rapidement. Ça, on conclut ça en 10 minutes rapidement. Avec tous les matchs qui ont été annoncés. Il y en a beaucoup qui ont été annoncés d'ailleurs cette semaine à Dynamite. A priori, il va y en avoir un de plus qui va être annoncé soit lors de Rampage, soit lors de Collision, je sais plus, un des deux. J'ai lu le spoiler, j'ai même pas vu le match. J'ai vu qu'il y avait un match qui allait se rajouter. Donc voilà, suivez peut-être les shows de ce week-end à AEW, ça va être un week-end assez chargé. Ça va nous teaser comme ça, là? AEW Women's World Championship, Toni Storm qui est championne, qui va défendre contre Willow Nightingale, qui enchaîne un peu les title shots et matchs, grosses affiches en ce moment. Donc Toni Storm qui va défendre son titre. Comme je le disais en début d'émission, ou je sais plus si je le disais en début d'émission ou avant l'émission, c'est peut-être un des titres qui potentiellement peut changer, mais je vois pas Toni Storm perdre le titre. Donc... Ah, c'est ce que c'était avant l'émission, ouais, effectivement. Bah, le truc, c'est que... Le problème, c'est que dès le moment où c'est pas un match double, tu sais, avec les deux titres en jeu, je pense que malheureusement, c'est un peu... Le spoiler se fait un peu de lui-même, en fait. Je vois pas une promotion, entre guillemets, couronner une nouvelle championne dans un match où elle aurait pas pu perdre son titre à elle, tu vois. Je comprends. AEW International Championship, ça s'est défendu dans un 4-way match. Orange Cassidy, qui est toujours champion, qui enchaîne aussi les défenses de titre. C'est peut-être le catcheur qui a défendu le plus de fois son titre dans les dernières semaines, en tout cas, peu importe la compagnie. Il défendra son titre contre Katsuyori Shibata, Zack Sabre Jr. et Daniel Garcia. Là, peut-être, par contre, c'est peut-être le titre qui pourrait changer de main, peut-être pour un Daniel Garcia ou un truc comme ça. Hein. Alors, au niveau des statistiques, il me semble avoir vu ça, je me trompe peut-être un ou deux près, mais je crois qu'en 6 mois, il a défendu le titre 25 fois, alors que Roman Reigns, en 3 ans, l'a défendu 28. Donc, ouais, effectivement... Bah, je sais pas, en fait, j'ai toujours du mal à voir les champions changer sur un match à plusieurs, en fait. Assez bizarrement. Garcia champion, ça me choquerait pas, par contre, pour le coup, parce que c'est quand même Orange Cassidy qui est champion, donc... Ouais, ça me choquerait pas spécialement, mais je le vois plus sur un match en 1 contre 1, tu vois. Pas sur un truc... Alors, après, Forbidden Door, j'ai l'impression il y a un peu un statut involontaire de hors-série, en fait. Donc, je peux me planter, mais perso, je vois Cassidy conservé. Et même s'ils ont tenté un peu de raccrocher les wagons cette semaine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le qui était présent et ça. Six-man tag team match avec Minoru Suzuki qui va faire équipe avec Chris Jericho et Sammy Guevara. Il va affronter Darby Allin et Sting. Et le troisième participant, je sais pas qui c'est. Laisse-moi deviner, c'est pour ça que t'as dit qu'il fallait regarder Rampage? Bah peut-être, je sais pas. Putain, c'est chiant. C'est chiant, je vais me spoiler après l'émission. Honnêtement, je te promets, hein, Rampage, j'ai pas vu les spoilers. D'accord. J'ai juste vu qu'il allait avoir un gros événement. C'est tout ce que j'ai lu. Qu'il allait avoir une annonce de match encore pour Forbidden Door, c'est tout ce que j'ai vu. Et honnêtement, j'ai pas du tout regardé les spoilers. Ok. Bah du coup, je pense qu'ils vont garder le winning streak de Sting. Et puis en plus, comme ils sont ensemble en train de partir sur un Guevara Jericho, à mon avis... Je suis tellement impatient du Suzuki Sting dans le ring face à face, quoi. Juste le fait, même rien que le face-off, quoi. Ah oui, non, bah... Et c'est là où... J'ai pu imaginer ça il y a quelques années, quoi. Enfin, c'est là où tu dis, la EW, encore une fois, avec Sting, mais elle a fait un truc incroyable. Elle a fait un truc totalement incroyable. Il y a 10 ans, on m'aurait dit un jour, il y aura Suzuki Sting face à face dans le ring. Dans 10 ans, t'auras les deux face à face. Je fais, oh, vas-y, arrête le crack, sérieux. Enfin, je veux dire, bah, même moins de 10 ans, hein, quand tu regardes quand Sting a eu son court run à la WWE. Et pour moi, c'était fini, il l'avait détruit, en plus, il était parti sur une blessure, c'était fini, quoi. Et là, le mec, tranquille, des années plus tard, vas-y, je te tape des sols extérieurs du ring. Bon, après, c'est... Dans le ring face à face. Ah ouais, bah oui, c'est clair. C'est clair. Bientôt, ils vont t'annoncer Sting Challenger pour le titre mondial IJPW, que ça m'étonnerait presque plus, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment. non, je pense pas. Je pense qu'ils vont essayer de s'arranger pour pouvoir garder Sting invaincu. Je pense qu'ils vont pas le... Je pense pas qu'ils vont le... Ou alors peut-être vraiment son tout dernier match. Et encore, mais je pense qu'ils vont essayer de le garder invaincu. Le mec, il le vaincra, tu vois. Peut-être Darby Allin, justement, pour le passage de relais, au final, ils s'affrontent peut-être un contre un, tu vois. Ouais, je sais pas. La Owen Hart Cup qui va débuter, je crois que ça débute d'ailleurs lors des shows weekly de fin de semaine, avant même. Ouais, ça commence à Rampage, il me semble. Ouais. Il me semble que ça Rampage, ouais. Il y a un match de Owen Hart Cup qui est annoncé pour Forbidden Door, puisque c'est une affiche entre CM Punk et Satoshi Kojima, match
totalement improbable et sorti de nulle part. Et, et franchement, c'était pas mal. Les mecs qui te sortent une affiche comme ça de nulle part, tu te dis mais d'où ça sort? Et je suis assez impatient de voir ce truc-là. Je sais pas quand est-ce que je vais le regarder parce que voilà, bien sûr, je me retarde tout ça. Quand il y aurait Forbidden Door 4. Mais CM Punk Kojima, enfin, je veux dire, à un moment, bon, Kojima, il est plus aussi frais que ce qu'il était il y a quelques années, parce qu'il y a quand même les années qui passent. CM Punk aussi d'ailleurs, hein, mais il est peut-être encore un peu plus frais, on va dire, entre guillemets. Mais CM Punk Kojima, franchement, je sais pas d'où ça sort, mais c'est incroyable. Bon, après, le vainqueur, je pense, il y a pas trop de suspense. Ouais, je pense que ça va être Punk, mais ça me fait marrer parce que justement, quand il y avait eu la pandémie, la MLW avait arrêté la diffusion des weekly pour repasser les premiers épisodes de MLW Fusion d'il y a 20 ans. Et ça me fait marrer parce que justement, t'avais déjà CM Punk quand il était en rivalité avec Raven et t'avais Kojima qui était champion pendant quelques temps. Coucou Calamity James, merci de passer une tête. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Et coucou. Ouais, Kojima, il l'a depuis très longtemps. Ah oui, bah comme dit, hein. Tout le monde, IWGP, enfin NJPW, tout ça, enfin il y a très longtemps. Ancien champion de tag team, beaucoup de fois avec Hiroyoshi Tenzan. Voilà, vraiment, c'est légende de NJPW. C'est pareil, quand tu regardes NJPW, je trouve qu'ils ont aussi un truc pour booker les légendes, entre guillemets. Parce que genre Suzuki, c'est pareil, Ah oui. Bah, Suzuki, leader de clan pendant très longtemps avec le Suzuki Gun, maintenant qu'il n'existe plus. Mais ouais, non, Suzuki il s'éclate maintenant. Il fait beaucoup de tournées, même indépendantes aux États-Unis et tout. Enfin, vraiment, il est en mode éclate. Désolé de l'apprendre, Calamity. Plein de soutien, ça c'est aussi un peu compliqué ici. Un peu ici. Mais ouais, non, bah, le pire c'est que ça va être sympa, quoi. Je pense que ça va être peut-être pas un show stealer parce que c'est pas le genre de match peut-être pour faire du show stealing, mais ça va être une grosse affiche, quoi. Vraiment, il y a moyen d'un... Ouais, ça se durera pas peut-être très longtemps, mais un bon match d'une dizaine de minutes, petite dizaine de minutes. Ça va faire un très gros truc quand même, quoi, tu vois. Ah non, mais Forbidden Door va être un truc incroyable, hein. Je pense pas que ça sera le très gros match du show, tu vois. Ce sera pas le match qui va durer une demi-heure, voilà, parce que bon, les deux catcheurs tiendront pas une demi-heure de toute manière. Bah, tu dis ça, tu... Non, si oui, voilà, ouais. Satoshi Kojima tiendra pas une demi-heure, tu vois. Bon, on sait jamais, hein. Un petit match d'une dizaine de minutes, même 15 minutes, grand max, mais même juste pour l'affiche, en fait. Je pense c'est pas inimaginable, en fait. C'est le genre d'affiche, tu te dis, mais jamais de la vie, quoi, en fait. C'est ça qui est fou, en fait. Mais non, mais t'as un côté tellement random, des fois, avec l'AEW, que c'est... En fait, c'est pas compliqué. Le slogan qu'avait la WWE pendant quelques années, c'était Anything Can Happen. Mais je le vois, mais c'est carrément vraiment ce que fait la AEW en ce moment, en fait. C'est ça. Donc, ouais. C'est bien Forbidden Door, quoi, tu vois. Porter un titre. Vraiment, je t'ai dit, il peut se passer tout, en fait. Ouais. Vraiment, c'est... autre gros match, potentiel gros match. Alors, on passe sur un match à 10, donc 5 contre 5 avec The Elite. Donc, Adam Page, Matt Jackson, Nick Jackson. Il n'y aura pas de Kenny Omega, parce qu'il sera dans un match solo un petit peu plus tard. Qui vont faire équipe avec Eddie Kingston. Et, alors là, l'annonce de Eddie Kingston cette semaine. Je sais pas, tu l'as vu Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais Kingston au micro, c'est un dieu. L'annonce, le dernier partenaire, John Moxley. La tête de Moxley. Quand il annonce Tomohiro Ishii. La tête de Moxley. Moxley est décomposé, quoi. Mais Kingston au micro, putain, mais c'est incroyable. Un tueur. Le mec, il a tellement un côté gars de la street et tout, putain, mais même la début de la promo, le mec il débarque en Marcel, il m'attire, fait ouais, excusez-moi, je t'ai blessé, j'ai bouffé trop de glace. Ouais. Énorme. Tellement chaud d'un futur Kingston Moxley 1 contre 1. Bah ce sera pas le premier. Ce sera pas le premier. Là, avec l'intensité de la rivalité qui est en train de prendre de ouf là. Ouais, Tomohiro Ishii, 5ème de l'équipe, là, c'est... Tomohiro Ishii, c'est pareil, une énorme légende. Le mec, il a peur de rien, c'est un gros striker, enfin, c'est une brutalité hors norme. Non, mais le match, il va être énorme. En fait, Franchement, Tomohiro Ishii, si vous connaissez pas, il faut regarder Tomohiro Ishii, c'est incroyable. Il y a pas un match de la carte, en fait, que je trouve potentiellement moyen, en fait. Si, allez, à la rigueur, le match féminin, mais c'est parce que, bon, voilà, j'ai mes griefs avec la division féminine de la AEW. Mais ça va être une carte de malade en fait. Et du coup, cette team de 5, la The Elite, Kingston, Ishii vont donc affronter le Blackpool Combat Club, donc composé de Claudio Castagnoli, John Moxley, Wheeler Yuta.
Ils vont faire équipe avec Konosuke Takeshita et Shota Umino, qui est le petit protégé de John Moxley. Ils ont fait pas mal équipe à la NJPW à l'époque où Moxley était beaucoup à la NJPW avant AEW globalement. Moxley a eu une belle petite carrière à NJPW après son passage WWE. C'est un peu lui qui a presque lancé Shota Umino, enfin le gars qu'il a sorti des Young Lions pour le lancer un peu en solo et tout ça. C'est Shota Umino pareil, un très très bon catcheur aussi, donc ouais ça va être une très très belle affiche. Et le pire c'est que c'est pas le match avec un membre de la BCC que j'attends le plus. Et le pire c'est qu'il y a encore 4 gros matchs derrière, tu vois. Putain. Le show il va durer 5 heures, mais putain qu'est-ce que ça va être. Après je pense que s'ils sont intelligents, ils vont pas mettre les 4 grosses affiches à la fin à la suite, parce que je pense qu'ils vont caler, ils vont essayer un peu de les... Oui, ouais, bah déjà je les vois bien commencer avec un des big matchs, je vois trop ça. Canada et Perry par exemple en opener, ça me m'étonnerait qu'à moitié, tu vois. Ou Danielson Okada, enfin, je pense qu'ils vont lancer direct avec un gros match. Ouais. Mais putain, Daniel Okada c'est l'opener, mais laisse tomber, je veux pas survécu à ce show. IWGP World Heavyweight Championship, Sanada qui est champion NJPW depuis pas très très longtemps, qui va défendre contre Jack Perry, qui est un peu le très très gros espoir de AEW globalement quand même. Qui enchaîne aussi les grosses affiches, qui est très protégé du côté de la JPW. Du côté de AEW, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit JPW. AEW très protégé, Jack Perry. Et très grosse affiche du coup avec Sanada aussi, qui est extrêmement bon. Même s'il est plus aussi sur ces tout jeunes années. Bah, le match va être sympa, mais comme dit, ça fait partie des matchs où je vois absolument pas... où le résultat me paraît un peu trop obvious en fait. Oui, bah comme... Pas mal de résultats en fait, enfin quelques-uns. Oui, bah c'est ce qu'on disait avant l'émission. Le problème, c'est que dès que t'as des titres de compagnie et que les titres sont entre guillemets défendus contre quelqu'un qui n'est pas dans la compagnie, qui n'est pas régulier, voilà, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de surprise en fait. Autre grosse affiche pour le titre, justement, là, c'est le titre World de AEW, MJF champion qui défend contre Hiroshi Tanahashi, qui est peut-être potentiellement la plus grande légende de l'histoire de la NJPW, ou presque. donc voilà, il se tape vraiment un très très gros nom MJF pour sa défense de titre. Et pareil, ça peut donner un truc. C'est pas. Et puis la promo qu'il va faire une fois qu'il l'aura battu, putain. Ouais. La promo qu'il va faire. Ah le mec, quand tu imagines battre Tanahashi, c'est un truc de fou quoi. C'est le John Cena de la NJPW et peut-être encore même plus important encore que John Cena pour la NJPW, tu vois. C'est vraiment c'est comme si que Hulk Hogan avait continué sa carrière à la WWE en ayant toujours autant d'impact et que le mec battait Hulk Hogan maintenant, tu vois. Enfin, c'est presque ça, quoi. Non, c'est incroyable. En fait, c'est marrant parce que t'as des matchs que t'attends parce que tu sais que la qualité va être ouf, mais t'as aussi ce côté où t'as des matchs parce que tu connais déjà le résultat et tu sais ce que ça va emmener derrière, en fait. C'est ça que je trouve vachement intéressant du côté de la carte, quand même. Quand c'est des genres de dream match comme ça, en fait, limite, le résultat, tu t'en fous. Juste là. Oui, clairement, oui. C'est comme le match d'après, Danielson Okada, moi je m'en fous. Putain. Savoir qui c'est qui gagne, quoi. Oh, ce match. Je m'en fous du vainqueur, mais d'une force. Ah non, mais le match... Honnêtement, je crois que c'est le match du show que j'attends le plus. Mais juste l'affiche est dingue. C'est une dinguerie, quoi. Juste l'affiche est folle. Mais à oui, non, clairement. À quel moment, il y a 5 ans, tu te disais, mais Danielson va affronter Okada, quoi. À quel moment, enfin, je veux dire, Et ce que je trouve complètement ouf aussi, quand tu regardes, c'est qu'au niveau des matchs, sans compter la NJP, mais même ne serait-ce que des matchs AEW, les mecs, ils arrivent à te garder de côté et à te préserver des matchs qui sont, entre guillemets, super attendus. Genre Danielson Omega, ou tu vois, ils arrivent vraiment à... J'attends toujours Omega CM Punk, hein. Oui, bah c'est pareil, tu vois. Mais les matchs, ils arrivent à te... En fait, ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils arrivent à te proposer des matchs de malade de temps à autre comme ça, tout en gardant des trucs possibles sous le coude, en fait. C'est ça que je trouve génial. Il y a beaucoup de grosses affiches qui sont encore faisables, en plus, quoi, tu vois. Bah oui, c'est ça qui est... Il y en a vraiment pas mal. Et c'est vrai que ouais, ils sont. Le booking est quand même assez intelligent globalement. Donc, Ouais. Et c'est incroyable parce qu'ils arrivent à te créer des stars en même temps, ce qui fait qu'au final t'as pas ton Danielson Omega ou t'as pas ton CM Punk Omega. Bon après c'est encore une autre cas de figure, mais limite tu t'en fous parce qu'en attendant tu sais que t'as une autre star qui a été créée et pour laquelle du coup t'as vraiment la hype de voir ce qu'elle va faire en fait.
Je trouve ça incroyable. Bon, le premier match que je vais faire sur AEW Fight Forever, c'est Omega contre Punk, mais je trouve ça incroyable. Dernière affiche qui sera a priori le main event du show, et ce qui est pas étonnant en fait parce que la rivalité dure depuis un petit moment du côté de NJPW, etc. Kenny Omega qui va défendre le IWGP United States Championship contre Will Ospreay. Ce sera le troisième match en tout cas de cette rivalité entre les deux, je crois. Et voilà, Will Ospreay qui a fait un impact la semaine dernière en attaquant Kenny Omega justement d'ailleurs. Je sais pas si cette semaine il était présent, je pense pas. Promo backstage. Je crois qu'il a Rampage pour un match 3 contre 3, il me semble. C'était une promo backstage dans le... Ouais, c'était une promo backstage. Oui, Ospreay, Jeff Cobb et... C'est ça, ouais. C'est ça. Sachant que Mark Davis est blessé, ce qui fait aussi partie du clan United Empire. C'est ça. Clan de NJPW. Et Kenny Omega, Will Ospreay, a priori, ce sera le main event, mais c'est pas si étonnant que ça. Même si en soi, tu te dis, bon, l'affiche est peut-être moins truc. Enfin, peut-être... T'as pas suivi la rivalité avec Danielson, Okada ou MJF, Hiroshi Tanahashi, tu dis, ça peut-être plus la place dans le main event. Mais en soi, la rivalité Kenny Omega et Ospreay est beaucoup plus installée. Donc, après, le truc que je me dis, c'est que étant... Peut-être un des titres qui éventuellement peut changer de main en plus. Je sais pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que je me dis, si je regarde d'une logique booking, le truc, c'est que Ospreay est pas un régulier à AEW. Donc voilà. Mais le truc surtout, c'est que Omega est entre guillemets dans une rivalité autre encore avec le BCC. Donc du coup, sachant que c'est un titre NJPW qui est défendu, ils peuvent très bien le faire perdre à Omega pour le donner à Ospreay. Oui, mais ça me ferait bizarre de le voir perdre alors qu'il est dans une autre rivalité en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Après, oui, c'est possible dans l'absolu. Hein. Il peut aussi perdre sur une intervention. Enfin, tu vois, t'as plein de possibilités. Même si ça m'étonnerait qu'ils finissent entre guillemets une trilogie de matchs comme ça sur une intervention, mais peut-être des interventions dans le match, mais c'est pas ça qui fera c'est pas ça qui fera l'impact majeur, je pense. En tout cas, encore une fois, peu importe le résultat possible, la hype est là. Et vraiment, a priori, je le redis, hein, il y a a priori beaucoup de hype. Il peut se passer des choses du côté d'AEW ce week-end. À Rampage, il va se passer des choses, là je peux vous le dire. Collision, il va probablement se passer des choses aussi, vraiment. Je ne dis pas ça par plaisir, parce que c'est rare que je le dis, vraiment, j'ai vu passer des trucs. A priori, il va se passer des gros trucs. Donc, moi, je dis affaire à suivre vraiment sur les 3 shows ce week-end. Si vous voulez voir Rampage, Collision et Forbidden Door, honnêtement, je pense que c'est des immanquables. Vraiment, je pense qu'il faut absolument voir ce qui se passe. Si tu veux le spoil de Rampage, je pourrais te le filer après si tu veux. Si vraiment tu le veux. Je pourrais te dire vraiment ce qui se passe parce que j'ai vu rapidement quand même un peu ce qui se passe. Je suis pas rentré dans les détails, mais j'ai vu un petit peu le truc. Donc à la limite, je pourrais te le passer en off après. Mais ouais, là tu m'as trop teasé le truc. Manquez pas les 3 shows, je pense honnêtement. Ok. Et voilà, on a fait le tour du coup sur toutes les infos et sur Forbidden Door. On reviendra sur Money in the Bank la semaine prochaine puisqu'on avait encore un petit peu de temps d'en parler. Et ça sert à rien de blinder un peu plus. Tu parles de Money in the Bank du coup plutôt. Oui, c'est ce que j'ai dit, Money in the Bank. Non, t'as dit Forbidden Door. Ah, Money in the Bank. J'ai dit, on reviendra sur Money in the Bank la semaine prochaine. Mais on reviendra aussi probablement un petit peu sur Forbidden Door. Ah oui, clairement. Il y a peut-être des trucs qu'on va quand même un petit peu parler. Et puis comme je le disais en début d'émission, il y aura également probablement le test de AEW Fight Forever. Peut-être que l'émission de la semaine prochaine, je vais essayer de trouver une solution pour que le format soit peut-être un peu différent. Justement pour peut-être pouvoir vous montrer un peu AEW Fight Forever. Peut-être que je commencerai le stream plus tôt avec le test. Ou alors t'enregistres un let's play et que tu diffuses pendant l'émission. Ouais, je sais pas. Peut-être. Oui, non, bien sûr. Peut-être que je mettrai juste genre un cadre vidéo avec des images du jeu pendant qu'on... Je sais pas. On verra, parce que encore une fois, il faut voir déjà si je l'ai vraiment au bon moment. Et puis voilà. Declan, écoute, franchement, après malheureusement les mauvaises nouvelles que j'ai eues aujourd'hui, ça... Voilà, et puis la semaine dernière, moi, c'était des problèmes d'internet, donc voilà. Là, je t'avoue que je suis content d'avoir... qu'on ait fait l'émission, ça m'a un peu changé les idées pendant une petite heure et demie, là, ça fait du bien. Ça m'a fait bien plaisir, en tout cas, de venir parler de catch. J'ai un petit truc à dire vite fait avant que tu quittes un petit peu le truc. Ouais. J'ai débuté un petit peu mon aventure sur Kick. J'ai décidé de tester Kick. Hein. Je suis passé sur les ennemis jurés de Twitch. Juste pour vous dire que le dimanche après-midi, j'ai pas assez de retard dans les shows de catch, bien évidemment, comme vous pouvez le constater. J'avais commencé il y a quelques années un rewind de catch que j'ai commencé au premier Raw en 1993.
en mars 96, donc j'ai quand même un petit peu avancé, même si je l'avais mis un petit peu de côté ces derniers temps. Et j'ai décidé chaque dimanche après-midi en fait de regarder, de continuer un petit peu ce rewind de catch. Et du coup, chaque dimanche après-midi sur Kick, à kick.com, The Declan Johnson, j'ai décidé de continuer un petit peu ce rewind. Donc si jamais ça vous branche de regarder des anciens shows de 96, etc., n'hésitez pas à passer me voir et venir voir ces shows-là avec moi. On a regardé notamment un show ECW le week-end dernier qui était assez dingue avec Brian Pillman, etc. C'était assez fou. Et voilà. Et là, on va attaquer des Raw Nitro, peut-être un peu moins intéressants, mais il y a moyen de rigoler aussi. Donc voilà. Je vous invite à... Ah là là, les premiers Raw, les premiers Nitro, c'est... Ah ouais, les shows de 45 minutes, là, c'était fun, hein. Ouais, c'est parti. À l'époque, ils avaient foutu une hotline pour appeler... je sais plus, je crois que c'était à Raw qu'ils avaient fait ça, t'avais un sondage à un moment, et en gros, ils avaient donné un numéro surtaxé, sauf que le résultat du sondage était donné dans l'émission d'après, mais sauf que les deux trucs étaient enregistrés côte à côte, en fait. Donc voilà. Ouais, c'est particulier. Faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. Bah écoutez, on va du coup vous dire la semaine prochaine normalement pour la prochaine émission et c'est dimanche ou samedi, je sais plus. Sur ta chaîne YouTube. Normalement, ouais, 16h, 19h, l'un ou l'autre, comme tu veux. Mais j'avais le replay disponible sur ma chaîne YouTube ce samedi soir en tout cas. Vous l'aurez dès le début de soirée, donc si jamais dans le week-end tranquillou, genre le samedi soir tranquillement avant d'aller dormir ou le dimanche dans la journée vous voulez écouter notre replay, sachez qu'il y a le replay disponible tous les week-ends sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Ok, bah moi je vais vous faire aussi vite fait l'actualité. Samedi soir, normalement à 20h30, je suis en live pour C'est quoi tes pronoms. Je vais peut-être faire du stream de jeu demain, parce que ça fait quelques semaines que j'en ai plus fait, donc je vais essayer de trouver un jeu que je pourrais vous streamer, histoire de me refaire un peu les mains sur un stream de jeu. Merci d'avoir regardé. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à follow, que ce soit la chaîne YouTube de Declan ou ma chaîne Twitch. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus les gens.